Tous les dimanches, rejoignez l'aventure 1000% pour être 1% meilleur à chaque épisode. On a découvert Lucie et on est fan. C'est 2 check-ups complets par an, sans ordonnance, avec plus de 70 biomarqueurs testés. Inflammation, hormones, métabolisme, âge biologique, c'est vraiment une analyse à 1000%. Lucie te fournit un rapport clair, interprété par des médecins, avec des recommandations personnalisées. C'est de la santé préventive au service de la performance, rendu enfin accessible au plus grand nombre à un prix défiant toute concurrence. Si tu veux être à 1000%, rends-toi sur lucis.life. Choisis ton test et entre le code podcast1000 pour une réduction. Lien et code en description. Allez, bonjour à tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de 1000%. Donc aujourd'hui, si vous êtes un petit peu un passionné d'endurance, cet épisode va sûrement vous donner des pistes pour améliorer vos performances, mais aussi on va parler de santé parce qu'on va parler justement de la nutrition. On va parler beaucoup peut-être des glucides, peut-être des protéines ou des lipides, on verra. J'ai la chance de recevoir aujourd'hui Cyril Forestier, que je vais laisser se présenter après tranquillement, qui est notamment créateur de Courir Mieux, un podcast aussi et une chaîne qu'on apprécie dans 1000%. On vous mettra bien sûr toutes les données en bas en description. Donc juste pour vous parler un petit peu de ce podcast, on va parler justement des glucides, que ce soit à l'entraînement, au quotidien. On va aussi parler pour la compétition, comment faire pour optimiser justement ses performances et sa santé grâce à la nutrition. Donc ça va être un podcast, je pense, qui va vous intéresser. Dites-nous d'ailleurs comment vous gérez votre nutrition en commentaire. Ça sera toujours intéressant d'avoir des retours et des feedbacks par rapport à ça. Donc Cyril, déjà un grand merci de venir sur 1000%. On apprécie beaucoup ce que tu fais, ce que tu proposes. On a le temps, donc présente-toi tranquillement pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas. Ouais, et bah, salut à tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation, encore une fois. Ça me fait vraiment plaisir de venir discuter de ces sujets qui me tiennent beaucoup à cœur et que j'ai pas mal creusé ces derniers temps. Pour me présenter, moi je m'appelle Cyril Forestier, je suis docteur en sciences du sport, donc c'est-à-dire que j'ai fait un doctorat en STAPS, en sciences du sport. Pas directement dans le domaine qu'on va aborder aujourd'hui, mais néanmoins ça fait que je peux parcourir la littérature scientifique de manière assez à l'aise. Et c'est du coup, ça rejoint en fait ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire que moi je suis chercheur aujourd'hui où je fais surtout de la vulgarisation scientifique. Sur le podcast Quoi mieux, j'entraîne quelques athlètes, mais la principale activité que j'ai aujourd'hui, c'est d'animer le média Courir mieux, qui est un média de vulgarisation scientifique orienté sur l'entraînement, la performance, la récupération en trail plutôt. Ok, bah écoute, déjà un grand merci. Comme je disais, on mettra toutes tes descriptions pour les gens qui veulent peut-être découvrir ta page. Donc, tu as vraiment cette casquette aussi de chercheur. C'est cool et tu le dis souvent dans tes podcasts. C'est pas mon avis personnel, c'est justement ce que dit la science. Donc, c'est intéressant aussi d'avoir ça. On a eu la chance de recevoir Ludovic Pommeret. On a eu aussi Benoît Girondel que tu dois sûrement Ouais. connaître. Bon, Benoît, il avait une stratégie un petit peu particulière, un feeling un peu à lui. Pommeret, on sait que voilà, il arrive à prendre beaucoup de glucides, mais justement, on va commencer à parler des glucides. On en entend beaucoup parler. Dans un premier temps, pour introduire ce sujet-là, pourquoi on parle des glucides essentiellement? Pourquoi on ne parle pas des lipides, des protéines? Est-ce qu'on pourrait comprendre justement ce mécanisme de consommation d'énergie lors d'un effort? Alors du coup, tu as un peu fait la présentation et le disclaimer que je fais avant chaque intervention dans des podcasts où je suis invité, donc je le refais quand même un petit peu. Fais-le. Ce que je vais vous dire là, c'est pas mon avis à moi, c'est l'avis de la littérature. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez les références scientifiques sur lesquelles je m'appuie pour avancer les propos. Je les ai toutes, ça, je les partage avec plaisir. Et également, tu vois, tu as mentionné des athlètes de haut niveau, Ludo Pommeret, Benoît Girondel, etc. Ce que je vais vous raconter, moi là, ça concerne pas les élites. À savoir qu'en fait, moi, les études, elles sont jamais menées sur les élites, elles sont menées sur des individus lambda, du peloton, du tout venant, et on sait que les élites, ils peuvent avoir des stratégies complètement différentes parce que c'est des individus complètement différents. Souvent, j'essaie de comparer ça, c'est un peu on est des terriens et c'est des extraterrestres. On retrouve, quand on fait des mesures en sciences du sport chez des élites, on retrouve des paramètres extraordinaires. Par exemple, des capacités à utiliser des lipides qui sont stratosphériques, qu'on ne retrouve pas chez la plupart des humains, des capacités à ingérer des glucides qui sont stratosphériques et qu'on ne retrouve pas chez la plupart des humains. Donc moi, ce que je vais vous raconter, ça concerne plutôt l'individu, le coureur lambda, l'athlète d'endurance lambda, de peloton, voire élite supérieure, enfin, voire peloton supérieur, mais je ne peux pas parler pour les élites et c'est des fois difficile d'expliquer ce qu'eux vivent et ce qu'on observe chez eux. Du coup, pour répondre à ta question,
En fait, quand tu regardes d'où provient d'endurance, je vais me concentrer sur l'effort d'endurance. Ton énergie, elle pourrait théoriquement provenir de 6 sources différentes. Alors, c'est en rapport avec l'alimentation, parce qu'en fait, tu as également des sources qui sont pas trop liées à l'alimentation, mais j'essaie de vulgariser le plus possible. Elles peuvent venir de 6 sources, théoriquement. Elles pourraient venir du coup des lipides, des protéines et des glucides. Ça, c'est les 3 principales. Et en fait, ces 3 sources-là, elles peuvent être à 2 niveaux. Soit apportées par l'alimentation, soit stockées dans l'organisme. Donc, ça nous fait un total de 3 fois 2, 6 sources. Les lipides qu'on pourrait consommer par l'alimentation et ceux qui sont stockés dans le corps humain. Les protéines qui pourraient venir de l'alimentation et celles qui sont stockées dans le corps humain. Et les glucides qui sont apportés par l'alimentation et stockés dans le corps humain. Le problème, c'est qu'en fait, sur ces 6 sources théoriques, eh ben, en fait, on les utilise pas tous, les 6. Et on est plus ou moins bon à en utiliser certaines ou d'autres. Les protéines, par exemple, qu'elles soient apportées par l'alimentation ou stockées dans le corps humain, c'est pas optimal. C'est pas ce qu'on est le meilleur à utiliser. Stockées dans le corps humain, si on commence à les utiliser, c'est que généralement, on est plutôt en danger. On a épuisé énormément de stocks de plein de choses et on commence à utiliser les protéines. C'est plutôt mauvais signe. Et les protéines par l'alimentation, ça marche à peu près, mais ça peut générer des troubles gastriques assez facilement. Ça, dans la littérature, ça a été montré. C'est plus à risque de troubles gastriques que d'autres apports alimentaires. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que quand on apporte assez d'autres apports, et ben en fait, les protéines apportées par l'alimentation, elles sont pas si utiles que ça. Donc, on pourrait les mettre de côté. Les lipides, ceux qui sont stockés dans le corps humain, ça, je pense qu'on le sait, que tu l'as déjà entendu, je suis pas le premier à le dire. C'est extraordinaire comme source d'énergie. Je veux dire, on est parmi les meilleurs animaux, animaux à utiliser les lipides qui sont stockés dans le corps humain. Surtout en endurance, et on est très très bon à utiliser cette source d'énergie. Apporté par l'alimentation, c'est pas la même histoire, parce que les lipides qu'on va consommer par l'alimentation, c'est des grosses molécules, c'est compliqué à dégrader, c'est compliqué à assimiler, c'est compliqué à utiliser. Gardez en tête un petit peu la sensation que vous avez quand vous avez mangé une énorme raclette. On est lourd, on se sent pas très bien, et ça reste un peu sur l'estomac. C'est un peu ça le problème des lipides, c'est que c'est lourd et c'est pas facile à dégrader. Donc, le métabolisme, il n'est pas très fan de recevoir des lipides à l'effort d'endurance, encore plus à mesure que l'intensité de l'exercice augmente. Et du coup, il nous reste les glucides. Et là, le métabolisme, il est super bon pour utiliser les glucides, que ces glucides soient stockés dans le corps humain, c'est ce qu'on appelle les stocks de glycogène, ils sont stockés dans le foie et dans le muscle, ou alors à utiliser les glucides qu'on apporte par l'alimentation, ça aussi, il est super bon à le faire. Là où le métabolisme, par contre, est très mauvais, c'est qu'il est très mauvais à stocker ces glucides. Contrairement à stocker les lipides, on est super bon à stocker les lipides et à les utiliser. Mais par contre, on est très mauvais à stocker les glucides. Et donc, nos stocks, ils sont très limités. Ça ne représente pas grand-chose, hein. On parle de quelque chose comme 1 heure, 1 heure et demie d'effort selon l'intensité, évidemment. Et en fait, on épuise ces stocks très vite, donc on se retrouve dépendant des glucides qu'on apporte par l'alimentation. Et donc, en fait, quand tu refais le panel un petit peu des 6 sources possibles que je viens de te mentionner, on se rend compte qu'il n'y en a que 2 qui sont utilisées et utilisables à l'effort d'endurance. Les lipides qui sont stockés dans l'organisme. Et ça, quelle que soit la durée de l'effort, on a très largement les stocks nécessaires pour tenir des heures et des heures. Et les glucides, parce que de toute façon, c'est jamais un seul carburant qui est utilisé. C'est toujours un mélange de carburants, de glucides et de lipides. Et donc, c'est plutôt ces 2 sources-là qu'il faut privilégier. Les lipides, on les a dans le métabolisme, on sait que ça tourne en tâche de fond, et il nous reste qu'une seule chose qu'on doit consommer par l'alimentation, c'est les glucides. Et est-ce qu'en termes d'intensité, est-ce que si on met 2 intensités qui peuvent être différentes, on va justement utiliser plutôt des lipides ou des glucides? Est-ce que tu pourrais nous répondre à cette question? Ouais, exactement. Alors, à intensité basse, faible, mais qui est quand même un effort sportif. Par exemple, vous faites un footing, vous êtes capable de discuter avec un individu, quelqu'un avec vous, vous discutez en aisance. On a tendance à dire qu'un individu lambda est à peu près sur du 50-50. C'est-à-dire que vous allez utiliser l'énergie que vous produisez, elle va venir à 50% des lipides, à 50% des glucides. Donc ça, c'est à basse intensité. Et en fait, à mesure que vous augmentez l'intensité, vous utilisez de moins en moins en proportion, pas en valeur absolue, mais en proportion. Vous utilisez de plus en plus de glucides. Il y a de plus en plus d'énergie qui provient, une proportion de plus en plus grande d'énergie qui provient des glucides, parce que c'est du carburant super rapide, super efficace. C'est une énergie très rapide, très, très efficace. Le corps, il l'utilise super facilement. Et on utilise de moins en moins de lipides stockés à mesure que l'intensité augmente.
Ce qui est juste marrant à noter, je trouve, quand on parle d'intensité, c'est que on arrive très vite dans des zones où en fait les lipides ils perdent ce niveau 50-50. On est en dessous, les lipides ils sont par exemple à 40 ou 30% ou 20%. Parce qu'en fait, euh, c'est ce qu'on dit en moyenne à 60% de votre fréquence cardiaque maximale, on utilise 50-50. Mais si vous calculez là-dessus ce que ça fait 60% de votre fréquence cardiaque maximale, vous allez voir qu'en fait ça fait une intensité qui est très basse. Et je m'étais amusé à regarder, par exemple, même sur l'UTMB 2024, sur les données que j'ai pu trouver sur Strava, même des gens qui terminaient en 140, en 40 heures. Donc c'est long, hein, ça veut dire que c'est des gens qui ont passé 2 nuits dehors. Et ben ils arrivaient à être à 130 BPM de moyenne sur la course entière. Et ce qui fait qu'on est déjà au-delà de cette espèce de seuil minimal où c'est du 50-50. C'est-à-dire que même sur des épreuves aussi longues que ça, c'est possible que ces personnes-là soient quand même plutôt sur une dominante glucide que sur une dominante lipide. Mais en tout cas, c'est toujours un mélange de carburant et juste le mélange de carburant, il change en proportion à mesure que l'intensité augmente. C'est de plus en plus de glucides, de moins en moins de proportion de lipides. Ou alors quand on diminue, c'est de plus en plus de lipides, de moins en moins de glucides. Et est-ce il y a un lien justement entre la consommation de glucides et la consommation de lipides? Des fois, on pourrait se dire, bah, écoute, j'ai plus de glucides, ben, c'est pas grave, j'ai mes lipides derrière, je vais pouvoir tenir mon effort. Est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Je sais qu'il y a une petite phrase qu'on aime bien hein, au niveau de est-ce que tu pourrais justement nous le dire pour nos auditeurs? Ouais, bien sûr. Alors, je pense que la phrase que tu aimes bien, à laquelle tu fais référence, c'est les lipides brûlent au feu des glucides. Donc, ça veut dire qu'en fait, pour que vous utilisiez efficacement vos lipides, il faut qu'il y ait toujours un minimum de glucides. S'il n'y a pas un minimum de glucides, la lipolyse, donc l'utilisation des lipides, elle marche pas si bien que ça. Elle est dépendante d'autres substrats, d'autres éléments présents dans le métabolisme, et du coup, elle est un peu bridée. Elle peut même être beaucoup bridée, ça dépend des individus. Encore une fois, chez de l'individu lambda, ça peut être beaucoup bridé. Chez des athlètes de très haut niveau, on observe des fois des niveaux gigantesques d'utilisation des lipides, malgré, par exemple, le fait qu'ils soient à jeun, alors que du coup, y a quasiment aucun glucide disponible. Pour moi, c'est pas la raison principale qui explique qu'il faut des glucides. C'est une raison secondaire, c'est-à-dire qu'il faut garder en tête que pour que les lipides soient utilisés, c'est bien d'avoir des glucides. Mais la raison principale pour laquelle il faut des glucides, c'est pour avoir de l'énergie. Parce qu'en fait, comme on vient de le dire, c'est une question d'intensité. Généralement, si on fait une compétition, par exemple, ou qu'on a un dossard, on a pour but d'arriver le plus vite possible par rapport à nos capacités. Si on n'a plus de glucides, on va être obligé de diminuer notre intensité d'effort pour revenir dans une zone où c'est les lipides qui sont dominants, parce que de toute façon, il n'y a que des lipides dominants. Le métabolisme, il ne peut pas utiliser le deuxième carburant, les glucides, puisqu'il n'y en a plus. Donc, il est obligé de rediminuer son effort considérablement pour revenir dans une zone où ce qui est disponible suffit. C'est-à-dire que y a plus c'est une voiture électrique, hein, c'est une voiture hybride. Il y a de l'électricité et il y a du gasoil. Et en fait, il n'y a plus d'électricité disponible. Tu es obligé de baisser l'allure à laquelle tu avances pour utiliser des lipides. Et du coup, ça fait que même sur des très longues distances, ça fait que tu peux plus marcher vite. Et en fait, tu peux obligatoirement, par exemple, marcher très lentement parce que tu n'as que les lipides disponibles. Merci, c'était très clair. Et juste avant de partir justement sur les glucides à l'entraînement dans une première partie, j'aimerais juste qu'on s'attarde un petit peu sur les stocks de glycogène. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu, donc tu as parlé de 1 heure et demie à peu près de temps d'effort. Combien de temps on aurait en réserve totale? On voit souvent ce mur des 3 heures au marathon. Est-ce que c'est lié à ça? Et déjà, ça sera ma première question et après je rebondirai sur ce que tu vas dire. Ouais, bien sûr. C'est ultra difficile de faire une réponse là comme ça parce que pareil, il y a des différences interindividuelles dans les stocks. Il y a des personnes qui auraient un peu plus de stock que d'autres, etc. Globalement, si on se dit qu'on a environ 1 heure et demie de stock disponible de glucides, c'est quelque chose qui est assez cohérent. Modulo l'intensité, parce que forcément, si tu es sur une randonnée, je prends l'exemple extrême du spectre, tu es sur une randonnée, tu marches très tranquillement avec des amis, tu as une centaine de BPM, tu vas voir, tu utilises quelques glucides, pas beaucoup, tu en utilises un peu pour la lipolyse, mais au final, tu es tellement bas en intensité que tu peux marcher des heures sans vraiment manger, ça va aller, quoi. Donc voilà, sur un effort de marathon, il y a effectivement un effet, le mur du marathon, il semblerait qu'il soit entre autres lié à effectivement des apports énergétiques. Entre autres, mais voilà, si on garde en tête qu'on a 1 heure et demie, peut-être 2 heures, c'est bien. En tout cas, quand on regarde la littérature, j'essaie de botter en touche pour avoir une réponse plus facile pour les auditeurs. La littérature, elle recommande de s'alimenter de manière quasiment systématique à partir d'1 heure d'entraînement.
Donc, elle considère qu'en dessous d'une heure, c'est pas nécessaire, probablement parce que justement, on a ces stocks, et qu'au-delà d'une heure, ça commence à devenir intéressant et recommandé. Et est-ce qu'on a des chiffres, excuse-moi de te poser cette question, hein, je ne sais pas si ça existe ou pas, mais sur l'incidence de la répercussion justement sur la performance quand on a des stocks de glycogène qui vont être vidés, justement, est-ce qu'on peut, pour les auditeurs, donner des indications qui se rendent compte que justement, une fois qu'on n'a plus de glycogène, derrière, c'est très dur. Ouais, c'est la catastrophe. C'est un effondrement global des performances. Alors ça, c'est assez clair. J'ai plus le nom de l'étude en tête, mais je pourrais la retrouver si jamais tu la veux. Il y avait une étude qui avait été menée là-dessus sur, en gros, mesure de la fatigue perçue, de la perception de fatigue ou perception d'effort, je me souviens plus. C'était quelque chose comme ça. Mais je crois que c'était fatigue perçue et stock de glycogène. Et en fait, tu voyais que les deux s'épuisaient. La corrélation, elle était magnifique. C'était le mouvement des deux à mesure que les stocks s'épuisent. On est de plus en plus fatigué et on a de plus en plus de difficultés à fournir un effort sportif. Et justement, par rapport à ces stocks de glycogène, est-ce qu'il y aurait un intérêt, alors bien sûr dans un contexte particulier, mais on avait eu Fabrice Kuhn, peut-être que tu connais, et qui est médecin du sport, qui a notamment fait un livre hyper intéressant sur ça. Lui, il parlait que c'était peut-être intéressant de temps en temps à aller justement vider ces stocks de glycogène pour aller créer des adaptations, pour essayer d'avoir derrière des stocks un peu plus importants et qui te permettraient d'ailleurs de performer entre guillemets un peu plus. Est-ce que toi, tu es d'accord avec ça? Est-ce que dans un contexte particulier d'un plan d'entraînement, peut-être que c'est très spécifique et un peu plus dans un niveau haut du peloton comme tu le dis, mais ça serait quoi ton avis sur cette question-là? Ouais. Alors, c'est une question intéressante. La littérature sur le sujet, elle est quand même très peu tranchée et aujourd'hui, on est plutôt dans un état, il semblerait qu'il y ait pas grand-chose qui se passe et qu'il y a pas beaucoup d'intérêt à faire, ce qu'on vient de discuter. En fait, mais je peux quand même modérer un petit peu ce que je pense par rapport à la littérature. Si on regarde aujourd'hui, en fait, on a de la chance parce qu'en nutrition sportive, il existe des grands groupes qu'on appelle des sociétés savantes qui réunissent régulièrement des experts sur un sujet et qui disent OK, bah, ça fait 10 ans qu'il y a de la littérature sur le sujet. Qu'est-ce que c'est la décision? Quelles recommandations on donne aujourd'hui aux athlètes? Et donc, tu as par exemple l'American College of Sport Medicine qui fait ça, les diététiciens du Canada qui font ça. Donc, bref, tu as plein de sociétés savantes. Et aujourd'hui, quand tu regardes un petit peu toutes ces sociétés savantes, ce qu'elles ont produit comme littérature, à savoir ce qu'on appelle des papiers consensuels. Aujourd'hui, c'est considéré comme le plus haut niveau de preuve scientifique, un consensus. Méta-analyse et consensus, c'est les plus hauts niveaux de preuve. Eh ben, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup d'intérêt à s'entraîner, par exemple, à jeun ou à s'entraîner sans s'alimenter, que apparemment ça ne sert pas à grand-chose. En tout cas, que ça n'induit pas d'adaptation durable, parce que c'est quand même le but, hein, si on s'entraîne régulièrement à jeun. Le but, c'est qu'on soit meilleur à jeun par la suite, parce que sinon, si c'est juste pour être à jeun, il n'y a pas beaucoup d'intérêt. Et bref, tous ces papiers, ils semblent dire qu'il ne semble pas qu'il y ait beaucoup d'intérêt. Par contre, il pourrait y avoir certains effets sur comment est-ce que certaines hormones réagissent une fois qu'on est en état de manque de glucides, etc. C'est une partie de la littérature. Et moi, ce que j'ai envie de dire, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de risques non plus si on fait ça de manière parcimonieuse, de manière rare. C'est-à-dire que du coup, quand je regarde la littérature, bon, par exemple, m'entraîner à jeun tous les jours, il semblerait qu'il n'y ait pas de bénéfice. Et même, il y a même plutôt des risques. C'est-à-dire qu'il y a des risques de déficit énergétique chronique. On sait également que quand on manque régulièrement d'énergie, il y a plus de risques de blessures, il y a plus de risques de surentraînement. Donc bref, tout ça, ça laisse entendre que c'est pas la bonne pratique. Par contre, il me semble raisonnable de penser que si par exemple on fait un footing par semaine à jeun, on ne prend pas une demi-heure ou de 45 minutes ou d'une heure, on ne prend pas non plus beaucoup de risques et au pire, c'est pas utile. Au pire, ça sert à rien. Au mieux, on a quand même réussi à avoir quelques adaptations, même si la littérature, elle est pas très claire. Donc, tu vois, moi, c'est quelque chose comme ça plutôt que je recommande à des athlètes que j'entraîne. Des fois, je place, régulièrement, ça m'arrive de placer des footings à jeun, par exemple, une fois par semaine en me disant, bon, c'est peut-être pas drastique, c'est peut-être pas génial, j'ai peut-être des chances que ça change une ou deux choses, donc je le fais, mais en tout cas, c'est pas le game changer d'une préparation et c'est pas ça qui fera que tu deviendras d'un seul coup super fort à utiliser tes lipides et ça a été largement démontré. Il y a des études qui ont montré que tu peux passer des semaines et des semaines à t'entraîner sans glucides, à t'entraîner à jeun, etc. Quand on te remet dans un état normal, bah, tu t'améliores de manière aiguë à utiliser tes lipides. Donc, tu n'as pas de glucides, tu restes dans cet état, bah, tu utilises de mieux en mieux tes lipides dans cet état. Et dès que tu reviens à une alimentation normale, à une pratique normale, bah, en fait, tu es revenu à des niveaux de base d'utilisation des lipides. Donc, tu n'as pas d'adaptation chronique. Donc voilà un petit peu ce que j'en pense. C'est un peu tempéré entre ce que je ferais en tant qu'athlète, sachant que j'ai pas beaucoup de risques si je le fais un peu
et peut-être pas beaucoup de bénéfices. Et en tout cas, ce que je ne ferai pas parce que il y a trop de risques si je le fais trop souvent. Là, c'est vrai que tu parles de la séance à jeun. Et tu vois, lui, Fabrice, ce qu'il a mis beaucoup en évidence, et il doit faire une fois par semaine, bien sûr, grand max. Lui, ce qu'il proposait, c'était justement de faire une séance en vidant les stocks de glycogène. Donc, ça veut dire que le matin, faire une séance de fractionné. Le midi, manger plutôt des protéines et être à jeun en termes de glucides. Et le soir, faire une sortie plutôt un petit peu longue avec des stocks du coup de glycogène qui seraient affaiblis. Ouais. Est-ce que toi, ça a du sens quand même de faire ça, ou comme tu dis, la science n'est pas forcément unanime dessus? Alors, ça, c'est un nom, hein, ces protocoles, c'est ce qu'on appelle les train low et sleep low. Donc là, ce que tu viens de décrire, c'est le train low, c'est-à-dire que tu fais un entraînement le matin qui vide les stocks, tu manges pas de glucides dans la journée, donc tu continues cet état de privation et tu refais un entraînement le soir. Et les sleep low, c'est un peu la même chose, sauf que c'est la veille au soir. La veille au soir, tu fais un fractionné qui vide les stocks, le soir, t'en manges pas, et le matin, tu pars courir à jeun. En fait, le but de ça, c'est de pousser encore plus loin l'épuisement des stocks de glycogène par rapport à la séance à jeun. Donc, c'est-à-dire que déjà, en fait, moi, je me dis, si déjà la séance à jeun, elle n'a pas forcément beaucoup d'avantages et elle a peut-être même un peu des risques, moi, je trouve ça encore plus risqué d'aller chercher encore plus loin dans des états de privation de glucides extrêmes. Donc, moi, c'est pas quelque chose que j'utilise, sachant que déjà, ça n'a pas l'air ultra efficace. Je me vois pas recommander à des athlètes de pousser encore plus le déficit, au risque peut-être de les mettre dans des situations où ils sont trop fatigués, où ils peuvent se blesser, et aussi où ils ont de la fatigue dont ils ont du mal à récupérer. Parce qu'il y a aussi ça, je veux dire, quand tu fais des protocoles comme ça, je sais pas si quelqu'un a déjà, dans les auditeurs, a déjà essayé du train low, du sleep low. T'es quand même bien cassé. Ne serait-ce qu'une séance à jeun, tu le sens sur la journée entière, hein. Si tu as fait un footing d'une heure à jeun, tu te sens généralement un peu plus fatigué sur la séance, sur la journée entière. Euh, Moi, j'ai quand même le sentiment que tu auras plus de bénéfices à avoir de l'énergie et pouvoir faire 2 séances ou pouvoir te réentraîner parce que tu n'es pas cramé, plutôt que chercher des états de fatigue ultra prononcés pour des bénéfices qui, d'après la littérature, n'existent pas. Le train low, le sleep low, ça a été étudié dans la littérature. Il y a des études là-dessus. Il y a une méta-analyse de 2016 sur le sujet qui montre que tu n'as pas d'effet, en fait, que tu n'as pas de bénéfice à faire ça. Donc, voilà moi ce que j'en pense. C'est nickel. Écoute, merci beaucoup pour cette petite aparté sur les stocks de glycogène. On va partir justement sur, dans un premier temps, l'entraînement. C'est après, on fera un volet plus sur le quotidien, comment récupérer. Au niveau de l'entraînement, sur la consommation de glucides, qu'est-ce que tu recommandes en fonction du type de séance, de l'intensité et de la longueur? Est-ce que tu pourrais nous donner un petit peu ta méthode et ta vision un petit peu de l'entraînement et la nutrition qu'il peut y avoir pendant, je parle, hein? Ouais, ouais. Alors du coup, moi je me base toujours sur les consensus, tu vois, dont on a parlé avant. Et la chance qu'on a, c'est que sur ce sujet-là, il en existe 4, 5 des consensus qui disent la même chose. Donc c'est marrant parce que c'est des consensus d'experts différents, de sociétés savantes différentes dans le monde entier, mais qui en fait sont arrivés aux mêmes conclusions il y a quelques années. Et les conclusions, elles n'ont pas changé. Ça fait au moins 10, 15 ans que les conclusions sont les mêmes. Donc tu vois, dans un point de vue de la littérature, elle change souvent, elle avance, elle évolue. Il y a des choses qui sont dites, des choses qui sont controversées, mais quand il y a des choses comme ça qui sont établies de manière consensuelle et qui en plus restent depuis des années, c'est cool. Ça veut dire que je pense qu'on peut se baser sur ces recommandations. Si je vulgarise énormément, les grandes lignes, avant de rentrer un peu dans comment est-ce que moi j'adapte ça, les grandes lignes de la littérature, c'est 0 à 60 grammes de glucides pour les efforts par heure pour les efforts inférieurs à 2h30, 3 heures. Donc 0 à 60 grammes par heure de glucides pour les efforts inférieurs à 2h30, 3 heures. Et 60 à 90 grammes par heure pour les efforts supérieurs à 3 heures. Donc ça déjà, c'est deux grandes catégories. 0 à 60 quand c'est inférieur à 2-3 heures. 60 à 90 quand c'est supérieur à 2-3 heures. Et le petit bonus, c'est que si on passe à 60 à 90, ce serait intéressant de mélanger deux sources de glucides. Donc par exemple, ce qu'on fait le plus traditionnellement, c'est du glucose et du fructose, la maltodextrine et du fructose, des choses comme ça, tout simplement parce que le fructose, il n'est pas utilisé, assimilé pareil dans l'estomac que le glucose, que la maltodextrine, etc. Et donc, on limite les troubles gastriques du moment qu'on mélange avec du fructose. Donc ça, c'est une première chose. Si tu veux, on reviendra sur ce point qui est un peu technique par la suite. Mais en tout cas, déjà là, il faut juste garder ça en tête. Par exemple, si je fais un footing de 2 heures, bah, je peux prendre 2 fois 30 grammes par heure de maltodextrine pure. Si je fais une sortie longue de 4 heures, bah, il faudrait que je prenne plutôt 70, 80 jusqu'à 90 grammes avec un mélange de maltodextrine et de fructose, etc. Après, du coup, évidemment, tout ça, c'est à moduler en fonction de l'intensité. Parce que bah, au plus forcément on fait un effort qui est intense, au plus on a besoin de glucides, au plus l'effort il est bas, au moins on a besoin de glucides.
Il y a certaines durées où on peut s'en passer largement des glucides. Je veux dire, c'est pas forcément parce que la littérature, elle trace des grandes lignes 0 à 3 heures, que ça veut dire que dès la 30e minute, il faut forcément prendre un gel parce que sinon ça va pas aller. Donc moi, ce que je fais typiquement, c'est que souvent sur une sortie un footing qui va durer entre 45 minutes et 1 heure, je pense pas que s'alimenter ce soit ultra pertinent. Après, ça dépend également de la charge d'entraînement globale. Parce que si c'est un footing d'1 heure, mais que le soir, on a une séance de fractionné et qu'on est en train de doubler dans la journée, bah là, peut-être qu'il y a un intérêt à apporter des glucides pour moins taper dans ses stocks, donc être moins fatigué à la fin de la séance et donc se réentraîner plus rapidement. Donc il y a également ça qui rentre dans l'équation, en plus de ce que tu as dit. On a dit qu'il y avait la durée, il y a l'intensité, il y a également la quantité d'entraînement à faire, à réaliser dans une journée. Donc voilà. Ce qui est sûr, Et c'est que. Pardon, vas-y. non, mais t'inquiète, vas-y, continue. Je croyais que t'avais fini, excuse-moi. Ce qui est sûr, c'est que à mesure que la durée augmente, il faut augmenter les apports. À mesure que l'intensité augmente, il faut augmenter les apports. Mais c'est surtout une question de durée. Parce que, OK, en fonction de l'intensité, on va utiliser plus ou moins les stocks de glycogène, etc. Mais en fait, on se rend compte que quand tu fais moduler l'intensité, ça va te faire des changements qui vont être peut-être d'une demi-heure, 1 heure de ce que tu peux tenir ou de ce que tu pourrais tenir sans glucides. En fait, c'est pas énorme. Donc, en fait, c'est vraiment surtout un critère qui dépend de la durée de l'effort et un peu de l'intensité, mais c'est secondaire à l'intensité. Je reviens là-dessus par la suite. Et du coup, c'est pour ça que la plupart des études, elles font des recommandations en fonction de la durée et pas de l'intensité directement. Néanmoins, l'intensité, elle est importante à prendre en considération. Dans l'exemple que je viens de donner, par exemple, si je pars sur 2 heures à très haute intensité, c'est peut-être mieux d'apporter un peu plus de glucides et je peux peut-être me retrouver vers le haut de cette fourchette, par exemple vers 50 grammes par heure. Et si je pars sur 2 heures à plus basse intensité, peut-être que je peux juste me contenter de 20 grammes par heure ou de 30 grammes par heure, par exemple. Et exactement la même réflexion quand on parle de très longue durée. C'est-à-dire que si je pars sur 10 heures d'effort ou 8 heures d'effort, par exemple, un trail long, il y a de grandes chances que je sois capable de maintenir une intensité élevée pendant 8 heures. Ou en tout cas modérément élevée pendant 8 heures. Donc là, si je me situe au haut de la fourchette que j'ai donnée avant, par exemple vers les 80-90 grammes par heure, ça va être tenable. Mais si je prends l'exemple d'une compétition que j'ai réalisée il n'y a pas très longtemps, je viens de passer 21 heures dans les montagnes. Et j'avais une portion de nuit et il y avait du terrain très accidenté. Donc même si sur le papier, la littérature, elle dirait 60 à 90 grammes, je vois pas trop l'intérêt d'aller chercher les 90 grammes parce que mon intensité, elle va être basse. J'ai eu des passages où j'étais à 120 BPM. Donc je suis vraiment redescendu en intensité. Et du coup, ça sert à rien d'apporter énormément de glucides dans cette situation, au risque de générer des troubles gastriques, c'est ça le principal risque. Alors qu'en fait, je pourrais consommer moins et comme mon intensité va diminuer, mes lipides, ils sont là, j'ai quand même des glucides. Donc voilà, c'est toujours une réflexion un peu à avoir et à trouver le juste milieu entre qu'est-ce qui me génère pas de troubles gastriques? Est-ce que j'apporte assez d'énergie pour soutenir l'effort que je suis en train de produire? Parce qu'on demande quand même des efforts énormes à nos métabolismes. Alors, on est habitué à le faire, mais quand même, il faut lui apporter le bon carburant. Une voiture, elle peut rouler, mais c'est pas pour autant qu'il ne faut pas mettre d'essence dedans. Et donc, voilà, c'est toujours une question un petit peu de tout ça pour moi qui doit amener en fait, au bon choix par rapport à l'effort qui est fourni. Dans le cadre de notre partenariat avec Nutrien&Co, on est heureux de vous proposer moins 10% sur tout le site avec le code podcast10. Il y a un code en description. Retour au podcast. Merci pour cette précision, c'est top. Et donc, pour les auditeurs, hein, pour mettre une image, il faut vraiment imaginer qu'il faut essayer de vider au moins possible ces stocks. Donc, essayer dès la première demi-heure, dès les premières heures, à chaque fois ce que tu dis, je résume. Et on sait que notamment en trail sur des longues distances, que ce soit même des trails de 42 km, voire beaucoup plus jusqu'à l'ultra, souvent le premier facteur d'abandon, et même de difficulté à faire des courses, c'est quand même des problèmes digestifs. On sait que c'est un problème qui peut être récurrent chez les gens, surtout chez les coureurs. Comment est-ce qu'on s'entraîne à prendre des glucides? Quelle progression on met? Est-ce qu'on prend des glucides justement en se disant, tu vois, moi j'ai eu pas mal de gens qui me disent oui, mais je m'entraîne sur mes sorties de 10 km à prendre des glucides. Mais en fait, ton corps, il est pas forcément dans les mêmes circonstances que quand tu vas faire des longues distances. Comment tu pourrais justement nous aider à assimiler mieux les glucides, à mieux les prendre et avoir une vraie stratégie sur une évolution progressive justement pour aider notre système digestif? Je me permets juste une petite correction où je rebondis. Les troubles gastriques, c'est le premier problème rencontré en trail et en course, mais c'est pas le premier facteur d'abandon.
Ok. En fait, il n'y a pas beaucoup d'abandons qui viennent des troubles gastriques. C'est un problème que les gens rencontrent, ça c'est sûr, c'est même le plus fréquent, les troubles gastriques, mais c'est pas un facteur d'abandon. C'est-à-dire que, bon, Ok. au pire, les gens, ils sont pas bien, ils vomissent, ils ont peut-être une diarrhée, mais ils abandonnent pas spécialement pour autant. Et ça reste toujours les blessures qui sont le premier facteur Ok. d'abandon en course à pied. Mais n'empêche que par contre, il y a d'autres études qui montrent que les trailers surtout s'alimentent pas assez. Et dans d'autres sports, c'est également montré, mais tu vois, on parle de recommandations d'un certain niveau et il y a des études qui montrent qu'on est quand même quasiment 50% en dessous des recommandations, voire plus en moyenne sur des pelotons. Donc même sur des durées qui sont gigantesques. Donc je pense qu'il y a un vrai sujet là-dessus et donc ouais, ça c'est assez important. Mais si tu veux, on reparle des troubles gastriques juste après parce que c'était pas ta question initiale. Euh, En fait, c'est aussi ça que j'ai oublié de dire sur l'entraînement, c'est que par contre, s'alimenter régulièrement, ça va vous aider à vous alimenter à l'effort. En fait, il n'y a pas de secret. Exactement comme ça viendrait à personne à l'idée. Ça viendrait à personne à l'idée de s'inscrire demain sur un 40 km si vous avez jamais couru. Et ben, ça ne doit pas vous venir à l'idée de demain manger 80 grammes à l'effort si vous avez jamais vraiment mangé à l'exercice. Et du coup, c'est une des raisons pour lesquelles c'est intéressant de s'alimenter à l'effort. C'est que bon, déjà, tu réduis la quantité de fatigue, tu peux t'entraîner mieux, plus vite, plus souvent. Donc ça, c'est quand même vraiment cool. Mais en dehors de ça, tu apprends à ton intestin à utiliser, à transporter ses glucides pendant l'effort. Excuse-moi. T'inquiète, pas de souci. En fait, quand un glucide, que ce soit, imaginons, vous prenez un gel qui a de la maltodextrine et du fructose. Ça va être bien pour mon exemple et vous êtes à, je sais pas, 75 grammes par heure, par exemple. Quand votre maltodextrine et votre donc maltodextrine glucose c'est pareil. Quand votre glucose et votre fructose il arrive dans l'intestin, il doit faire tout un petit chemin pour aller de l'intestin au muscle. Et ça se fait pas en un claquement de doigts. Ça demande des actions, des chaînes de réaction qui sont pas si faciles enfin qui doivent être activées et qu'on peut améliorer. Et surtout le passage par des transporteurs qui prennent les glucides et qui les emmènent de l'intestin vers le muscle, et ben en fait, ces transporteurs, ils s'entraînent. On peut prendre l'habitude de les faire travailler. Et c'est pour ça que du coup, s'alimenter à l'entraînement, c'est intéressant et ça permet d'avoir moins de risques d'avoir des problèmes gastriques à l'effort. Parce qu'on a donné l'habitude à ces transporteurs de transporter des glucides, du glucose, du fructose, et ils ne sont pas, entre guillemets, surpris le jour J à pas savoir quoi faire. Donc ça, c'est un peu ce qu'on appelle le gut training. Et du coup, moi, la première recommandation que j'aurais, c'était de se dire, bah, qu'est-ce que je compte manger sur la course que je vais réaliser, par exemple. Et du coup, à l'entraînement, comment est-ce que je peux essayer de reproduire les quantités que je veux absorber, la fréquence d'alimentation à laquelle je veux m'alimenter, les produits que je vais utiliser pour avoir l'habitude de ces produits et toujours utiliser quasiment les mêmes. Même si ça, en fait, quand on choisit des produits de haute qualité, il y a plusieurs marques qui font des produits de très bonne qualité. Et quand on a des produits de bonne qualité, généralement que tu jongles entre l'un et l'autre, en fait, tu sens pas trop la différence. Mais néanmoins, ça permet de s'habituer un petit peu à ces produits. Et en fait, petit à petit, d'augmenter les dosages. Par exemple, si vous prévoyez, vous allez faire un effort, imaginons vous faites une course qui va durer 6 heures, quelle soit, on s'en moque, ça peut être un marathon, ça peut être une épreuve enfin un marathon, 6 heures, c'est peut-être pas besoin de monter aussi haut sur des glucides, mais imaginons une épreuve de cyclisme ou de trail qui va durer 6 heures, et vous vous dites, bah, je vais essayer 80 grammes par heure sur la course, et ben peut-être que vous pouvez commencer à 60 grammes par heure avec des produits qui sont adaptés pour ces dosages, puis monter à 65, 70, puis monter à 80, puis bah, pourquoi pas monter à 90 sur quelques séances pour redescendre à 80 le jour de la course et vous y être habitué. Et du coup, ainsi, en fait, simplement vous habituer à faire ça. Ce qu'on sait, et ça c'est quand même plutôt cool, ce qu'on sait, c'est que le métabolisme et le corps, ils s'adaptent ultra bien à l'absorption des glucides. C'est une des qualités. Si demain je vous demande d'améliorer votre vitesse, ça va vous prendre des semaines et des semaines. Si je vous demande de mettre en place des stratégies pour améliorer votre alimentation à l'effort, on sait que ça va super vite. Des fois, il faut 5, 6, 7 séances pour voir réellement des améliorations de l'utilisation des glucides. Donc c'est génial, c'est le facteur de performance d'entraînement qui s'améliore le plus vite. Donc voilà. Est-ce que cette amélioration, elle perdure dans le temps ou est-ce qu'il faut continuer justement à la stimuler, à l'entraîner? Donc, est-ce qu'il y a un intérêt à consommer justement ces glucides toute l'année ou est-ce qu'il y a encore plus d'intérêt à proximité de la compétition à stimuler justement ces transporteurs? Ouais. Alors, j'ai pas la réponse à ça parce que c'est vraiment une littérature qui est très récente, le gut training, et maintenant on a de plus en plus de modèles sur l'humain. Mais si tu m'avais posé la question il y a 2 ans, on n'avait presque pas d'études chez l'humain. Il y avait quasiment la majorité des études chez l'animal. Alors, de plus en plus vers des animaux qui nous ressemblent, mais bref, c'est quand même assez récent comme littérature. J'ai quand même tendance à penser, moi, à titre personnel, que c'est comme tout, hein. Du moment qu'on arrête de solliciter une qualité, on devient moins bon à utiliser cette qualité.
Et donc, alors il n'y a pas forcément besoin de l'utiliser toute l'année, d'autant que par exemple, si vous êtes en hiver, vous faites moins de sorties longues. Par exemple, imaginons que vous faites plus d'intensité, de musculation pour des coureurs, et les sorties longues, elles reprendront au beau jour. Bah, et du coup, vous allez être sur des apports, des séances qui nécessitent moins d'apports, donc il n'y a pas besoin d'aller aussi haut que d'habitude. Et exactement comme on vient de le dire, ça s'adapte vite. Donc à la limite, pour se réadapter, ça ira vite à la reprise. Donc voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps à se dire je suis en train de me gut trainer et je suis en train de faire de l'entraînement de l'intestin. Néanmoins, les apports sont intéressants pour l'entraînement, donc ça reste intéressant d'en avoir, et ils seront encore plus intéressants à l'approche d'une compétition parce que c'est là où on va en avoir le plus besoin. Et surtout sur ces sorties longues qui sont les, entre guillemets, les plus spécifiques par rapport à l'effort, ou même sur des séances plus courtes de 1 heure à 2 heures aussi, on essaye de travailler ça. Ouais, alors en fait, c'est intéressant ce que tu poses comme question parce que si je reviens sur le début, tu vois, par exemple, sur 1 heure ou 2 heures, tu vas consommer des toutes petites quantités, par exemple 20 grammes, 30 grammes. Et donc, en fait, en fait, n'importe qui, même quelqu'un qui a déjà eu des troubles gastriques, tu lui donnes 30 grammes de glucides sur 1 heure ou 2 heures, il y a très peu de chances qu'il en ait des troubles gastriques. Donc, au final, ces sorties-là, elles sont intéressantes à s'alimenter pour, par exemple, pour l'entretien des séances et pour avoir de l'énergie pendant que tu fais ta séance. Je connais des athlètes de haut niveau avec qui j'ai échangé. Quelle que soit la sortie, toutes les 30 minutes, ils prennent un gel et ils ne se posent pas de questions. Mais c'est surtout en fait dans les sorties longues où là on va rentrer dans ça fait longtemps qu'on stimule notre intestin, ça fait longtemps qu'on demande à nos transporteurs de travailler, on a épuisé nos stocks, donc on est dans une situation où c'est encore plus important d'en avoir. Donc c'est surtout sur ces sorties-là qui reproduisent les conditions du jour J. Et est-ce qu'on a je sais pas si ça existe, mais est-ce qu'on a des études avec des stats sur, par exemple, des coureurs de niveau à peu près semblable qui auraient des stratégies justement glucidiques différentes dans un effort pour voir la différence de performance qu'il pourrait y avoir, ou est-ce que ça, c'est des choses qu'on a du mal à avoir? Ouais, si, ça existe. Alors, en fait, il y a eu des études qui ont été faites. Donc, dans le trail, j'en connais pas spécifiquement, encore qu'il y en a peut-être maintenant. Dans le marathon, ça a été fait il y a quelques années. Et ça avait montré que globalement, entre 0 et 40 grammes par heure, il y avait des différences significatives de performance. Mais qu'entre 40 et 60 et 90 grammes par heure, il n'y avait pas de différence significative de performance. Ce qui était assez logique parce que sur un marathon qui couru par exemple entre 3 et 4 heures ou entre 2h30 et 4 heures, on pourrait presque, j'exagère un peu, mais on pourrait presque le faire sans s'alimenter. Alors pour ceux qui sont aux 4 heures, ça va faire mal. Donc forcément, dès qu'on s'alimente, ça va, mais bah, forcément, monter à 90 grammes dans ces conditions-là, c'est pas là où ça aura le plus d'effet. Mais par contre, quand tu prends d'autres contextes qui ont déjà été réalisés, des études par exemple dans le cyclisme, dans d'autres contextes, ça a été fait, pardon. Dans le cyclisme, il y a très clairement des études qui montrent des améliorations de performance sur les mêmes cyclistes à mesure que tu augmentes les quantités, et ça jusqu'à environ 90 grammes par heure. Donc en fait, l'étude, je peux la retrouver, elle est super facile, elle montrait une belle relation curvilinéaire. En fait, elle montre qu'au début, les perfs, c'est un peu catastrophique quand tu n'as pas d'apport. Puis après, petit à petit, ils refont les mêmes essais, les mêmes cyclistes, avec 20 grammes, 40 grammes, 60 grammes. Je crois que c'était des pas de 10 grammes. Donc, il faut imaginer tout, hein, 20, 30, 40, 50, 60, etc. Et ils montrent qu'autour, donc ça s'améliore, ça s'améliore, ça s'améliore jusqu'à environ 70, jusqu'à 80, 90 grammes. Et là, ça commence à se redégrader, simplement parce que les personnes, ça devient très compliqué d'ingérer plus que 90 grammes par heure. En plus de ça, dans l'étude, ils n'avaient pas choisi le meilleur ratio glucose-fructose que la littérature propose aujourd'hui, mais l'étude avait été menée avant, donc ils n'avaient peut-être pas encore les infos. Et bref, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que de manière générale, du moment qu'on monte vers les 80-90 grammes sur des efforts de longue distance, d'endurance qui vont durer longtemps, les performances, elles suivent. Super. Bah, écoute, tu m'as fait une petite passe décisive, hein. On va partir sur le ratio, hein, entre Ouais. justement le fructose, glucose. On voit beaucoup de choses, on peut même être perdu, on voit la malto. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit peu comment ça fonctionne? Donc, tu as parlé de l'intérêt justement d'avoir deux types de transporteurs différents. Donc, tout simplement, ma question elle va être simple, mais quel type de glucides on choisit? À quoi il faut faire attention? Est-ce qu'on peut avoir confiance à toutes les marques ou pas? Non, on peut pas avoir confiance dans toutes les Voilà, marques. au moins c'est Et dit. en fait, non, c'est pas ça. C'est que je veux pas du tout être dans un message qui est les marques et le marketing et la communication nous mentent. Parce qu'en fait, c'est pas vrai. J'ai plein d'exemples de marques qui ont des messages publicitaires, marketing, communication, tout à fait vrais, ancrés dans la littérature. Et donc ça, c'est super cool. Et du coup, faire une généralité comme ça, moi, je suis pas très fan. Par contre, c'est vrai qu'il y a des marques qui disent des choses qui sont complètement fausses, des fois sous couvert d'experts, donc sous prétexte que c'est expert de je sais pas quoi, ils vous racontent ça et si on demande des sources, non, mais t'inquiète, je suis expert.
Et bon, du coup, moi, ça me gêne un petit peu plus. Donc non, on va pas faire confiance aux marques, on va essayer de faire confiance à la science qui a moins d'intérêts commerciaux, même si certaines marques sont tout à fait de confiance et on peut vraiment les croire. En fait, le ratio, faut juste imaginer que c'est la quantité de camions dans votre intestin rouge versus camion bleu, imaginons, ou la quantité de marchandises que vous transportez par la route et par le train. Et du coup, bah, simplement, par exemple, par la route, vous allez avoir des bouchons, vous pouvez en transporter moins. Par le train, il n'y a pas de bouchons, vous pouvez en transporter plus. En fait, un ratio, c'est juste ça. Combien de marchandises vous mettez dans les camions, combien de marchandises vous mettez dans le train. Pour que la finalité, c'est la même, pour que ça arrive aux muscles. Dans ma métaphore, le train, ce serait la maltodextrine. Il n'y a pas beaucoup de bouchons. Donc, maltodextrine, glucose, dextrose, tout ça, c'est des glucides qui sont assimilés de la même façon par un type de transporteur. Alors, je me mélange toujours, il y en a deux, c'est GLUT5 et SGLT. Je me souviendrai plus duquel, mais bon, c'est peut-être un peu trop technique pour le podcast, on s'en moque, je le retrouverai. Mais je mélange toujours qui transporte qui, donc je vais pas dire qui transporte qui, comme ça au moins je suis tranquille. Il y a un type de transporteur qui va transporter tout ce qui est glucose, maltodextrine, dextrose, etc. Et lui, eux, c'est ceux qui passent par le train. Il n'y a pas beaucoup de bouchons. Ils peuvent transporter plein de marchandises et ils peuvent monter jusqu'à 50-60 grammes par heure tout seul. Donc, si on reprend les recommandations que j'ai dit avant, ça veut dire que sur tous les efforts inférieurs à 3 heures, on peut se contenter, par exemple, uniquement de maltodextrine. En plus de ça, c'est super cool, c'est pas cher la maltodextrine. Donc, ça veut dire que pour vos entraînements quotidiens, vous pouvez acheter des gros seaux de maltodextrine et avoir des apports comme ça régulièrement pour pas beaucoup d'investissement. Vous mettez ça dans une flasque et vous avez vos apports. Et là, du coup, il y a un moment où on veut faire passer plus de marchandises. Donc, on ne fait pas que le transport ferroviaire, on va commencer à s'intéresser un petit peu à ce qu'on peut passer par la route, les camions. Dans les camions, c'est ceux qui transportent le fructose et uniquement le fructose. Ils transportent que ça. Et le fructose, on peut en transporter maximum pour un individu lambda, une vingtaine, une trentaine de grammes par heure, mais c'est entraînable. Et ça, c'est la particularité. Mais on va partir de la base, une vingtaine, une trentaine de grammes par heure. Tout ça, ça veut dire que si vous dépassez 60 grammes par heure, et ben en fait, il y a un intérêt à soulager un petit peu le transport ferroviaire. Donc, soulager un petit peu les transporteurs à maltodextrine, à glucose, etc., qui font des allers-retours comme ça pour transporter vos petits sucres, en leur rajoutant ou en intégrant en fait un peu de fructose et ainsi avoir un mélange de sources de glucides qui vous permet d'éviter les troubles gastriques. Alors, et du coup, il y a le ratio, combien je peux passer par le train et combien je peux passer par camion. Et en fait, il y a eu pas mal de littérature qui a débattu là-dessus. Il y en a qui disaient que le mieux, c'était 2 pour 1. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous faites, que le mieux, ce serait d'avoir un rapport 2 pour 1. Donc, si par exemple, vous mangez 90 grammes de glucides par heure, ça voudrait dire 60 grammes de maltodextrine, imaginons, et 30 grammes de fructose. Ça, c'est un ratio 2 pour 1. Il y a 2 fois plus de maltodextrine que de fructose. Et après, il y a des études qui ont dit que le meilleur ratio, c'était 1,08. Donc en fait, alors ça, je me souviens plus le calcul exact, mais ça fait un peu plus. Ça veut dire que quand vous avez une unité de maltodextrine, vous en avez 0,8 de fructose. Et que ça, ce serait le meilleur quand vous allez vers les 90 grammes, 110 grammes par heure, etc. Bref. En fait, je ne suis pas persuadé aujourd'hui que le ratio lui-même exact, 2 pour 1, 1,08, 1,1, il y a même des produits à 1,1, c'est-à-dire autant de l'un que de l'autre. Je ne suis pas persuadé que ce soit le game changer de la nutrition et je suis pas persuadé que vous ayez des risques. Je dis ça avec des pincettes parce que j'ai pas de preuves, mais je suis pas persuadé que vous ayez des risques de troubles gastriques si vous êtes en 2 pour 1 et vous ne les aurez pas à la même quantité en 1,08. En fait, pour moi, ce dont j'ai le sentiment, c'est que du moment qu'on a l'habitude d'utiliser les deux transporteurs, quand on a commencé à intégrer du fructose dans son alimentation, quand on a pris l'habitude d'avoir cette sollicitation au niveau des fructoses, globalement, le 2 pour 1, le 1,08, ça va passer globalement de la même façon. Surtout dans le cadre de la course à pied et du trail, où en fait, il n'y a quasiment personne là dans les auditeurs qui va dépasser les 90 grammes par heure. Si on était dans le cadre du cyclisme, avec des athlètes ou dans le triathlon, avec des athlètes élites qui montent à 120 grammes, 150 grammes par heure, je pense que là, la discussion, elle serait différente parce que les transporteurs à fructose s'entraînent mieux que les transporteurs à glucose et à maltodextrine. Et il y aurait peut-être même d'autres transporteurs qui pourraient venir aider spécifiquement pour le fructose quand il y a des doses de fructose qui sont énormes avec l'habitude. Donc là, on est dans des cas très particuliers où peut-être que là, le ratio, il prend beaucoup d'importance. Dans le cadre de personnes qui vont être entre 60 et 90 grammes par heure, ce qui est en fait pour moi ce que je recommande dans le peloton général,
Et encore, ça dépend des événements. Je pense pas que le ratio, que choisir vraiment 2 pour 1 ou 1,08, ce soit drastiquement différent et qu'il y ait de grosses différences sur le confort gastrique entre l'un et l'autre. Et j'ai déjà plein de fois mélangé des produits en 1,08 et en 2 pour 1 et enfin, tu vois pas trop la différence. L'essentiel, c'est de mélanger les deux sources et que tu sois pas en train de dépasser ce que tes transporteurs à maltodextrine et à fructose peuvent supporter. Mais tant que tu dépasses pas leurs limites et que tu apportes un peu des deux, j'ai le sentiment que ça va marcher. Super. Juste de pas regarder que les glucides du coup dans les gels, faire aussi attention quand même à la composition, voir qu'on en est deux différentes et voir qu'on n'est peut-être pas que de la malto de l'autre côté. Une question. Ouais. Du coup, je me permets juste de rebondir sur ce que tu viens de dire parce qu'en fait, Oui. c'est ultra important ce que tu viens de dire. Alors, deux choses. Déjà, je me permets un mini coup de pub. Je suis Vas-y, désolé, mais avec T'inquiète. l'université Aix-Marseille et avec 4 étudiants de Master STAPS, on a passé 6 mois sur un projet qui nous a beaucoup tenu à cœur. Sur le site Courir Mieux, on a développé un calculateur d'alimentation qui vous donne des recommandations en fonction de la durée, de votre habitude d'alimentation, de la chaleur, etc. Et du coup, qui peut peut-être déjà vous aider à choisir, par exemple, les quantités que vous pourriez envisager, viser, selon ce que vous préparez. Donc ça, vous le trouverez sur le site, c'est gratuit et on a passé beaucoup de temps avec l'université de Marseille et une chercheuse, Laura Pomportes, à développer cet outil. La deuxième chose que tu viens de dire, elle est cruciale en fait. Regardez ce qu'il y a sur les étiquettes. Parce que depuis tout à l'heure, on parle de qu'est-ce qui serait optimal pour s'alimenter, mais tous les produits ne contiennent pas ce qu'on vient de dire. Donc pour moi, il y a plusieurs questions à se poser et c'est important de regarder ces étiquettes. Première chose, si tout va bien pour vous dans l'alimentation générale, si tout va bien et que vous ne voulez pas spécialement améliorer vos performances, il n'y a pas de questions à se poser et mangez ce que vous avez l'habitude de manger. Vous ne posez pas de questions en fait. Ça passe, vous êtes bien dans votre pratique, il n'y a pas de questions à se poser. Si vous voulez améliorer vos performances ou si vous avez des troubles gastriques, et bien là, en fait, ça devient intéressant, à mon sens, mais aussi au regard de la littérature, de regarder les étiquettes. Et pour moi, il y a un ordre des choses à faire. C'est-à-dire qu'avant de regarder le ratio, pour savoir pourquoi, par exemple, on a eu des troubles gastriques, si on a eu des troubles gastriques, il faut d'abord regarder les étiquettes et vérifier qu'il n'y ait pas de fibres dans nos aliments, parce que ça augmente les risques de troubles gastriques. Vérifier qu'il n'y ait pas de protéines, parce que ça augmente le risque de troubles gastriques. Vérifier qu'il n'y ait pas de lipides, parce que ça augmente les risques de troubles gastriques. Vérifier qu'il n'y ait pas de produits laitiers dedans, parce que ça augmente les risques de troubles gastriques. Petit à petit, aller vers ça. Et ensuite, une fois qu'on a des produits qui isolent un petit peu des glucides, moi, c'est ce que je recommande à l'effort, des produits qui contiennent que des glucides. Et bien, à partir du moment où on a ça, alors commencer à regarder est-ce qu'on a bien de la maltodextrine et du fructose en fonction de la quantité qu'on veut apporter au métabolisme. Super. Est-ce que tu pourrais tu sais que tu travailles avec une marque, mais est-ce que tu pourrais nous inciter pour avoir une pluralité Ouais. 2-3 marques qui pour toi sont fiables et sur lesquelles on peut s'appuyer en termes de composition? Ouais, bien sûr. De toute façon, c'est ce que je fais à chaque fois, même quand on me pose la Super. question. Je suis pas trop du genre à recommander uniquement la marque avec qui je travaille parce que ce serait mentir. Il y a plein de marques qui font des super produits. Je t'en cite plus que ce que tu as demandé, comme ça les gens ils peuvent tester plein de choses. Super. Donc je trouve que Précision, les produits Précision, c'est excellent. Les produits de la nouvelle gamme NAC, la gamme NAC Boost, c'est excellent ce qu'ils ont fait comme produit. Morten, c'est des très bons produits. Minestri, c'est des très bons produits. Je réfléchis, j'en ai certainement oublié. Je vais retrouver. Alors, la marque avec qui je travaille, Endurance, c'est d'excellents produits. Umara, ils font des super produits. Enfin, voilà, ça fait quand même quelques marques qui font des choses qui sont vraiment excellentes. Et en fait, quand on regarde un petit peu toutes ces marques, c'est le choix qu'elles ont fait. En fait, ça correspond à la littérature, c'est-à-dire éliminer ce qui n'est pas des glucides, parce que le métabolisme, il l'a. Soit il l'utilise pas, soit il l'a en stock, et apporter des glucides dans les bonnes quantités. Et ça, du coup, il y a plein de marques qui le font et qui sont vraiment super cool et qui ont peu de chances de vous générer des troubles gastriques. Ça ne veut pas dire que vous en aurez jamais. Je veux dire, même des athlètes qui sont ultra entraînés, qui ont un gut training de malade, qui ont les meilleurs produits du monde, ils ont des troubles gastriques. Ça arrive et il faut juste savoir les gérer. Enfin, il faut apprendre à les gérer. Mais ça veut dire que vous réduisez le risque. Est-ce que tu as un petit code promo à nous partager sur ta marque toi pour peut-être nos auditeurs qui voudraient tester ça? C'est fait pour, hein, si on peut les aider financièrement aussi, Ouais. avoir un petit coup de pouce, je pense que ça peut Ouais. les intéresser. Alors, si vous voulez essayer les produits Endurance et For Energy, c'est la gamme entraînement, il n'y a que de la maltodextrine. Endurance, c'est la gamme performance, il y a de la maltodextrine et du fructose. Le code, c'est Cyril10. Je le mettrai. Cyril10 sur le site de For Endurance. Et vous pouvez le mettre
Tu pourras le mettre en description. J'ai pas de Ouais, code pour les autres marques que j'ai citées, je suis désolé. ben, pas de souci. Moi, pour les autres marques, c'est que je travaille avec Sport Orthez, qui est un gros revendeur sur tout, et c'est vraiment tout, hein, toutes les marques de nutrition. Donc moi, je le mettrai aussi, c'est PAMST10. Vous avez accès à toutes les marques avec 10%. Donc vous avez votre choix, testez, vous avez 10%. C'est sûr qu'on préférerait vous donner du moins 50, mais malheureusement, c'est pas possible. Pour revenir à tout ça, une question. On sait que la course à pied, les problèmes digestifs, ça vient souvent des impacts, hein. On a derrière une ischémie qui se passe. Tu pourras peut-être notamment en parler. Est-ce qu'il y aurait un sens à faire des efforts longs sur vélo, qui seront peut-être moins traumatisants aussi musculairement à rentrer dans des séances, mais qui permettraient d'améliorer son système digestif, ou vu que sur le vélo, on n'a pas cette composante-là d'impact, ben, on va pas stimuler justement à améliorer cette fatigabilité de nos transporteurs. Ouais, alors non, je pense pas. En fait, donc ce que tu dis, c'est ultra correct, hein. Les troubles gastriques à l'effort, ils viennent. Il y a une revue de littérature, bah, un papier consensus qui est sorti il y a pas longtemps de la Société australienne de nutrition sportive. Donc pareil, gros organisme, super fiable, etc. Qui fait un état des lieux un petit peu de où viennent les troubles gastriques à l'effort. Et en gros, si je résume, premier, c'est ne pas avoir l'habitude de s'alimenter à l'effort. Deuxième, c'est les éléments que j'ai dit, c'est-à-dire par exemple mélanger avec des lipides, des protéines, des fibres, etc. Et il y en a d'autres de sources, voilà. Et le problème, c'est parce que l'estomac, il fonctionne au ralenti, l'intestin, et surtout, il fonctionne au ralenti quand on est à l'effort. Le sang qui normalement est là pour nous aider à la fonction digestive, il n'est pas présent, il est dans les muscles parce qu'on est en train de faire un effort physique. Et donc, bah, du coup, ça fonctionne, l'intestin fonctionne au ralenti et donc c'est difficile de digérer. Donc ça, c'est le principal problème. Et c'est pour ça que, par exemple, si vous faites une rando, vous pouvez manger globalement ce que vous voulez, parce que l'intensité est très basse, donc vous avez peu d'ischémie. Et par contre, au mesure que l'intensité augmente, bah, il y a de plus en plus d'ischémie et donc c'est de plus en plus difficile de s'alimenter correctement. Donc tout ça, c'est vrai. Euh, les transporteurs, en fait, ils sont quand même très largement assez sollicités. Quand tu montes, par exemple, à 90 grammes par heure à pied, c'est déjà vraiment top comme entraînement. En fait, il n'y a pas vraiment besoin de. J'ai pas le sentiment, d'après la littérature, qu'il y ait besoin d'aller sur des dosages extrêmes pour faire du gut training. Excuse-moi, juste je rectifie ma question. Je parlais pas de d'augmenter sa quantité de glucides à 90 si on est à 60, mais plus de, en fait, si je prépare un ultra où je vais avoir peut-être 7-8 heures à faire d'efforts, ben, je sais que dans ma prépa, je vais peut-être pas forcément faire une sortie de 7-8 heures en course à pied, mais par contre, peut-être que je vais faire une sortie de 7-8 heures en vélo qui sera plus facilement assimilable pour moi. Mais est-ce que cette séance-là, elle peut me permettre d'améliorer justement ma capacité à améliorer mon système digestif si je m'entraîne à consommer des glucides? Excuse-moi, Ok. je Ouais. rectifie et je la remets, je la remets propre. Ah, ok, du coup, j'ai compris. Alors, pour moi, la première chose, c'est la spécificité. Mais encore une fois, il y a une différence entre la première chose et ce qui est faisable. Et ça, c'est le propre de l'entraînement. Donc, dans le meilleur des mondes, la meilleure chose à faire, si vous préparez un effort de 8 heures, par exemple, une course de trail qui va durer 8 heures, ce serait de faire un effort, par exemple, un week-end shock, qui va durer 2 fois 5 heures consécutifs et d'essayer de vous alimenter comme le jour J. Parce que du coup, vous aurez tout qui ressemble. Mais quand je dis tout, c'est tout. Vous aurez les impacts. Du coup, vous aurez le besoin de gainage, vous aurez peut-être des points de côté que vous devrez gérer, l'alimentation, enfin la boisson, bref, il y aura plein de choses à gérer. Si ça, c'est pas possible, et ben effectivement, la solution que tu dis, ça va être d'aller sur le vélo. Parce que sur le vélo, vous allez avoir les mêmes problématiques, c'est-à-dire que vous vous alimentez, vous sollicitez les transporteurs et ils s'améliorent. Donc voilà, dans le meilleur des mondes, plutôt le faire à pied. Et dans ce qui est faisable, si c'est pas faisable, et ben effectivement, le tester plutôt en vélo. Ben, nickel. Je pense que voilà, je suis d'accord avec toi et peut-être nos auditeurs seront aussi d'accord. Donc, essayez et ça peut être un bon outil. Maintenant, on va parler vraiment de la compétition, hein. Désolé, on prend un petit peu de ton temps, Cyril. Pas de souci, Mais t'inquiète. justement, sur la compétition, est-ce qu'il y aurait des stratégies, peut-être d'essayer de privilégier, tu vois, de consommer peut-être plus de glucides à un certain moment, peut-être en montée, voire en descente? Est-ce que peut-être je commence avec de la malto et à un moment je passe un peu plus sur du fructose pour reposer mes transporteurs? Est-ce que tu as des stratégies comme ça pour aider un petit peu nos auditeurs? Ouais. Là, tu soulèves un point que moi je trouve passionnant et sur lequel c'est super difficile de faire de la vulga parce qu'en fait, quand on fait de la vulga ou un épisode comme toi et moi, là, on donne des grandes lignes de conseils à des milliers de personnes qui nous écoutent. Mais en fait, bah, chacun, il va faire sa course qui est différente et donc il faudrait individualiser pour des milliers de personnes et ça devient plus compliqué. Mais en fait, depuis tout à l'heure, on parle, et la littérature, elle parle de quantité de glucides par heure. Par exemple, imaginons 80 grammes par heure. Mais il y a
personne qui a dit que ces 80 grammes par heure, ils doivent être lissés et immuables. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être à 80 grammes par heure non-stop je veux dire, quelles que soient les conditions, quel que soit le terrain. Je crois que je t'ai perdu. Mais je sais pas ce qui s'est passé. Je suis désolé, excuse-moi. Non, t'en fais pas. Par contre, t'es toujours freeze Euh, là-bas de l'autre côté. comment? Tu te vois encore toi Ouais, aussi ouais, je me freeze? Ok. vois. Attends, je vais couper, je pense. Je vais couper parce que j'ai peur que ça bug après. Excuse-moi, je coupe, je Ça remonte. m'est déjà arrivé, t'inquiète pas, tout va bien après. Putain, ouais, bon, attends, je vais quand même le couper, comme ça, au moins Ouais, pour le vas-y, vas-y. montage, ce sera. Ouais, du coup, en fait, le problème qu'il y a, c'est que quand on parle de ça, quand on parle des glucides qu'on recommande, et la littérature également, elle fait des recommandations assez larges sur une quantité par heure. Mais il y a pas de papier qui dit que tu dois en fait être spécifiquement de manière immuable à, par exemple, 80 grammes par heure et que tu dois manger 40 grammes toutes les 30 minutes et ça doit pas bouger. De plus en plus, c'est en train d'émerger et c'est des choses qui se font dans le cyclisme, qui se font dans le triathlon, qui se font dans d'autres sports et dans le trail, c'est pertinent aussi. On voit des personnes qui discutent de comment répartir ces apports globaux en fonction, par exemple, de la topographie, etc. Alors, changer le type de la quantité, les ratios ou quoi pendant la course, je pense pas que ce soit important. Parce qu'en fait, du moment que tu vas changer les quantités, tu vas soulager tes transporteurs à fructose, à maltodextrine, et ou alors quand tu augmentes, tu vas les solliciter. Mais par contre, rien ne t'empêche, par exemple, d'avoir, et c'est ce qu'a fait Kylian Jornet en 2022 sur son UTMB, ils ont publié une étude scientifique sur Kylian avec plein de données sur lui, plein de mesures qui ont été faites avant, etc. Et il disait que par exemple, lui, il avait été sur l'UTMB, donc sur 20 heures d'effort, il avait été à environ 80 grammes de glucides par heure, mais avec des fluctuations entre 110 grammes par heure et de mémoire 70 ou 65 grammes par heure à certains moments, et qu'il avait fait fluctuer ses apports en fonction de l'intensité métabolique que lui, il imposait. Donc il avait augmenté les apports dans les montées et les plats et diminué les apports pendant les descentes. Et donc ça, c'est typiquement quelque chose qu'on peut réaliser. Je pense qu'à l'entraînement, oui, pourquoi pas à l'entraînement également, parce que dans le but de le tester. Mais s'il y a également un but de gut training, peut-être qu'il y a un intérêt à aller saturer un petit peu ces transporteurs de manière générale. Enfin, saturer, les amener proches de leurs limites. Parce que je suis pas certain. Enfin, bon, c'est une autre discussion, je ne vais pas divaguer. Donc, les amener proches de leurs limites.
Mais typiquement, sur une compétition, c'est ce que j'ai réalisé sur la dernière course que j'ai fait, j'avais mon espèce de plan alimentaire de base avec X grammes par heure qui était une espèce d'apport en fond qui était immuable, qui bougeait pas. Et par-dessus ces apports en fond, je venais ajouter des glucides dans les portions montantes, parce qu'il y avait du dénivelé. Dans les portions montantes, ajouter des glucides en fin de course, quand j'espérais avec mon pacing pouvoir appuyer un petit peu plus. Et à l'inverse, j'enlevais ces glucides supplémentaires dans des portions plus tranquilles, par exemple dans des descentes très techniques ou dans des passages accidentés où je rangeais mes bâtons, je mettais les mains, etc. Et donc, en fait, ça, c'est quelque chose qu'on peut très clairement faire. Donc, c'est-à-dire qu'après, si je présente ma stratégie dans un épisode du podcast, je vais dire, bah, j'étais à 70 grammes par heure ou 75 en moyenne, mais en moyenne. Et cette moyenne, en fait, j'ai oscillé autour. Je pense que ce qu'il faut juste éviter de faire, c'est de passer trop longtemps au-delà des quantités maximales qu'on est capable de tolérer. C'est-à-dire que si je reprends l'exemple de Kylian, lui, il dit qu'il est monté jusqu'à 110 grammes par heure. 110 grammes par heure, c'est des doses qui sont difficiles à tolérer. Donc forcément, si vous le faites pendant 1 heure, en fait, et qu'après vous redescendez, bah, il va rien se passer. Vos glucides, ils sont là, ils vont être transportés après. Vous n'êtes pas en train de saturer le trafic en rajoutant des camions dans des bouchons. Par contre, si vous faites 110 grammes par heure pendant plusieurs heures et que vous n'êtes pas capable de tolérer ces dosages, là, vous risquez d'aller vers les troubles gastriques. Donc voilà, ça, c'est quelque chose à garder en tête, mais faire des fluctuations d'apport, c'est tout à fait cohérent en fonction de l'intensité surtout. Et justement, sur ces fluctuations, est-ce qu'il y a aussi un minimum peut-être à respecter quand même? Ouais, alors ça, ouais, sur une longue distance comme moi, ce que j'ai réalisé, là, je voulais pas descendre en dessous de 50 grammes par heure. Ouais. Ça me semblait, c'est la fourchette basse des recommandations scientifiques. Mais je veux dire, j'ai fait un effort de 21 heures. Donc, quand tu regardes la quantité d'énergie que j'ai dépensée, les quantités de calories dépensées, les quantités nécessaires, plus les repas que j'ai sautés, etc. Je veux dire, je suis largement dans des situations où j'ai des besoins. Je voulais pas descendre plus bas que ça. Je pense que ça peut être. Je pense pas que ce soit pertinent de descendre beaucoup plus bas que ça. Après, ça va dépendre de la tolérance individuelle. J'ai l'habitude de m'alimenter à l'effort, j'ai des produits de qualité, donc j'ai tout ce qu'il faut en main pour manger beaucoup de glucides à l'effort ou pour avoir des apports élevés. J'aime pas trop dire beaucoup, bref. Parce qu'en fait, beaucoup, ça voudrait presque dire que les apports sont pas justifiés par rapport à la dépense, alors que quand tu regardes la dépense, ils sont très largement justifiés, tes apports. Mais bref, du coup, je pense que descendre en dessous de 50 grammes par heure, en dessous de 40 grammes par heure, ça commence à être vraiment bas. Et à moins que tu aies des troubles gastriques et qu'il faille faire une pause, si ça va, je pense pas que ce soit pertinent de descendre plus bas. Et une petite pensée justement à Vadim, un ami à moi avec qui j'avais fait pareil, j'avais fait l'ultra de l'Andorre, là, j'avais fait un 100 miles, c'était une belle expérience. Lui, c'est vraiment la personne qui va casser le tuc, qui va chercher le saucisson au ravito. C'est quoi ton avis un petit peu sur ça? On sait que sur les ravitaux, sur les trails, quand c'est un petit peu en montagne, il y a un peu de folie, un peu de douceur parfois. Justement, est-ce que ça a un intérêt d'aller chercher peut-être un peu du salé? Je sors un peu de ça, mais est-ce que aussi à se poser un moment, manger, on a vu que les protéines, il n'y avait pas d'intérêt. Peut-être prendre des pâtes. Est-ce que tu vois aussi sur la texture, il y a un jeu qui peut être intéressant? Alors, la première partie de ma réponse, ça va être rebouclé avec ce que je t'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont avoir la capacité à manger ce qu'ils veulent, à manger n'importe quoi, et tout passe super bien. Ils pourraient faire un ultra entier avec tuc, saucisson et du yop et du lait à boire, et ils auraient aucun trouble gastrique. Et du coup, ça revient à ce que je t'ai dit avant. Tu veux pas améliorer tes perfs, t'as aucun problème, t'as pas trop de questions à te poser. Pour la plupart des gens, je connais comme une majorité de personnes chez qui ça passera pas, ou ça passera peut-être pendant 1 ou 2 heures, mais en fait, ou à des très faibles quantités, à 3 tucs et 3 rondelles de saucisson, rien d'autre. Donc déjà, ils sont très bas par rapport aux apports, et en fait, ça passera rapidement pas. Donc là, il faut se poser des questions. Pour revenir sur les textures, etc., c'est surtout là-dedans que ça se passe, et pas trop au niveau de l'estomac. En fait, on va avoir envie sur du long de textures qui changent, de goûts qui changent, ou alors justement de aucun goût. Sur ma course, je me suis retrouvé à la fin à vouloir vraiment aucune saveur. J'avais envie de produits qui avaient vraiment zéro goût. Donc voilà, là, il y a peut-être des intérêts à avoir ça. Se poser et manger, moi, je pense pas que ce soit une bonne solution. C'est que en fait, la stratégie alimentaire qu'on a eue, elle n'a pas été optimale et elle nous oblige à nous arrêter. Mais il y a plein d'exemples. Alors, à moins qu'on parle d'un Tour des géants ou de courses comme ça qui vont durer plusieurs jours, pour moi, même sur un UTMB, même sur un 100 miles, par exemple, il n'y a pas de raison de s'arrêter, manger. Et il n'y a pas spécialement besoin de solide, en fait. Il n'y en a même pas besoin du tout. Du moment que tu as les bons apports,
en fait, tout va bien et t'as pas faim, tu pourrais avoir des apports 100% par de la boisson, à boire de l'eau sucrée, enfin à boire de l'eau avec de la boisson, ça marcherait très bien. Sur des épreuves qui sont très longues, en plus je connais très mal, j'en ai jamais fait, donc j'ai du mal à me prononcer, et peut-être que là il peut y avoir un intérêt de vraiment s'arrêter, manger, faire une sieste. En plus tu vas dormir. En plus tu vas dormir, c'est-à-dire que comme tu vas dormir, tu reperfuses un petit peu au niveau de l'intestin, donc tu peux manger, faire une sieste d'1 heure, repartir tout doucement, et tu vas avoir un peu le temps de digérer cette espèce de grosse masse d'aliments que tu t'envoies. En dehors de ça, je pense pas qu'il y ait spécialement d'intérêt particulier. Et là, par contre, on arrive sur des questions où en fait, c'est juste la tête, hein. C'est-à-dire, est-ce que j'ai envie de salé en goût, ou est-ce que juste avec du sucré, ça va? Est-ce que j'ai besoin de changer de texture? Est-ce que j'ai besoin de gels qui ont des saveurs ou pas de saveurs? C'est plutôt ça. Et du coup, juste pour répondre à terminer un bout de réponse à la question que tu as demandé, pour moi, si on arrive, et ça va rejoindre certainement la deuxième partie de l'épisode ou le deuxième épisode qu'on fait ensemble, je sais pas comment tu répartis, euh, si on arrive à avoir très envie de saler au ravitaillement, c'est qu'on a mal géré ses apports en électrolytes. Du moment qu'on gère bien ses apports en sodium, en électrolytes, mais surtout en sodium, et ben en fait, on se rend vite compte que les envies qu'on peut avoir de saler au ravito, on les a plus jamais. Super. On fera justement un épisode sur Ouais. l'hydratation, un autre épisode, on mettra tout ça en description. Donc, il n'y a pas forcément d'intérêt, il n'y a pas une différence au niveau de la digestibilité entre des barres, par exemple, sucrées versus des gels versus une boisson? Ouais, alors non, à toute chose étant égale par ailleurs. Et le Mmh. problème, donc du coup, je prends l'exemple du coup pour tester ça, il y a des études qui ont été menées. J'en ai une en tête qui a testé boisson, gel, gomme. Pas bar, je vais t'expliquer pourquoi dans 2 secondes, mais pas bar. Donc boisson, gel, gomme. Et en fait, là, on voit que les 3 sont assimilés exactement de la même façon. Il n'y a pas plus de troubles gastriques, les apports, l'énergie produite, les watts produits sont les mêmes, etc. Donc ça, c'est cool. La seule, c'est là où le toute chose étant égale par ailleurs rentre en compte, c'est qu'en fait, quand tu as une barre, très rapidement, l'ingrédient numéro 1 d'une barre que tu trouves, c'est de la pâte de date. De la pâte de date, ça veut dire des fibres, et ça veut dire, ouais, ça veut dire des fibres surtout, parce que tu peux avoir une répartition glucose-fructose qui est bonne avec de la pâte de date, mais ça veut dire des fibres. Et du coup, les fibres, ça augmente les risques de troubles gastriques, donc là, c'est difficile de répondre. Mais la gomme, les gommes, elles n'ont pas de fibres, généralement, et là, en fait, quand tu regardes que la texture de l'aliment, elle n'a pas d'effet sur la digestion. Et est-ce qu'il y a aussi une stratégie sur les index glycémiques? Est-ce que ça peut jouer, index glycémique bas, index glycémique élevé? Est-ce que ça a du sens ou pas forcément? Ça a du sens pour les marques qui vendent de l'index glycémique bas, ça a aucun sens d'un point de vue scientifique. En fait, c'est un argument marketing surtout. Quand il y a des études qui ont été menées là-dessus. L'index glycémique, c'est quoi? En 2 mots, quand tu ingères un sucre, tu as, au repos, je parle au repos, tu as un pic glycémique parce que tu as un pic de glycémie, donc c'est à quel point ta glycémie, elle monte vite. Ok. Ça, c'est l'index glycémique, c'est à quel point ça monte vite. Et du coup, tu as également un pic d'insuline. L'insuline, c'est la petite hormone qui est sécrétée qui te permet de stocker le sucre. Donc, tu as plein de sucre qui apparaît. Tu as un pic de glycémie. Le pic de glycémie, il fait que tu as plein d'insuline qui est arrivée. Et ça, au repos, ton métabolisme, il stocke ton sucre sous forme, par exemple, de glycogène. Par exemple. Quand tu es à l'effort, ces mécanismes-là, ils n'existent pas. Parce que déjà, il n'y a pas d'insuline. Si ton métabolisme, il inhibait pas l'insuline, ça voudrait dire que pendant l'effort, tu apportes des glucides et lui, il va les stocker. Alors qu'en fait, tes muscles, ils en ont besoin. Donc ce mécanisme, il est inhibé. Il y a des études là-dessus qui montrent, il y a des études sur le sujet qui montrent que l'insuline, la sécrétion d'insuline, elle est inhibée à l'effort. Et les études, elles montrent également que là où tu as des pics de glycémie avec des index glycémiques élevés et des courbes plus lissées avec des index glycémiques plus bas, ça, pareil, à l'effort, ça n'existe pas. Les différences, elles sont alors, tu as quand même des différences, mais elles sont très largement effacées. Et globalement, tous les index glycémiques sont assimilés à la même vitesse à l'effort. Au repos, ça existe. À l'effort, non. Par contre, il y a certains travaux qui suggèrent que les petites différences qui restent font que les index glycémiques bas, ils peuvent être source de troubles gastriques. Donc ça peut même avoir l'effet inverse, c'est-à-dire que tu peux avoir plus de troubles gastriques si tu prends des index glycémiques bas. OK. Bah, écoute, Le, ça, je le savais pas par contre. ouais, il y a quelques travaux qui suggèrent ça. Alors c'est pas ultra établi parce qu'en plus de ça, il semblerait qu'il n'y ait pas de différence. Donc c'est normal Mmh. qu'il n'y ait pas trop de différence. Mais des fois, il y a des études qui ont montré qu'il y avait des effets sur les troubles gastriques. Alors peut-être que c'est à cause de composés qui sont également présents dans l'aliment. Par exemple,
l'exemple de fibres ou de lipides parce que c'est des aliments plus riches, etc. Je sais pas trop. Mais en tout cas, c'est pas spécialement important à privilégier les index glycémiques bas. Et donc là, c'est vrai qu'on va partir sur la dernière partie, plutôt sur le quotidien et surtout en récup. Une question qui revient beaucoup et c'est un petit peu la sensibilité justement et la résistance à l'insuline qui pourrait peut-être en découler. Donc là, tu dis qu'on n'aurait pas de pic glycémique. Il y a quand même pas mal enfin pas mal, j'exagère bien sûr en employant ce terme, mais c'est vrai qu'il y a un discours ces derniers temps qui monte un petit peu dans les réseaux, dans les médias, où il y aurait une consommation de glucides trop importante. Donc on comprend bien que pendant l'effort, il y a pas trop de sens. Mais c'est vrai que derrière, on dit l'importance de recharger les glucides, d'avoir une alimentation riche en glucides. On sait que d'un côté, c'est essentiel pour maintenir la performance et une bonne santé, d'avoir justement une bonne charge calorique, de ne pas être en déficit chronique et d'ailleurs d'éviter de développer des pathologies. Mais de l'autre côté, on nous dit aussi que si on consomme trop de glucides après, peut-être qu'on peut faire de la résistance à l'insuline. C'est quoi ton discours vis-à-vis de ça? Peut-être pas ton discours, mais ce que disent peut-être les papiers. Ouais. Comment toi tu te situes par rapport à ça? Et c'est vrai que je me permets d'être un peu long sur ma question, Bien sûr. parce que le but aussi ici, c'est de faire comprendre aux gens que faire de la perf, c'est bien, mais la santé, c'est quand même pour ça aussi qu'on fait du sport, qu'on fait du trail, parce qu'on est des passionnés, on fait des longues distances. Mais en même temps, il faut prendre soin de soi. Donc, c'est pour ça que ça me tenait à cœur de te poser cette question et qu'on se pose un petit peu dessus, de façon à donner un petit peu aux auditeurs des solutions. Ouais. C'est excellent ce que tu soulèves comme question parce qu'en fait, la santé, c'est quand même le pilier numéro un de n'importe quel sport. On fait du sport pour être en bonne santé. Le sport nous permet d'être en bonne santé et on sera jamais bon dans le sport si on n'est pas en bonne santé. Et ça, c'est une relation qu'on peut pas enlever. Et je pense que même à très haut niveau, en tout cas les personnes à très haut niveau que j'ai fréquentées et interviewées, il y a personne qui a oublié ça en fait. C'est très rare les personnes qui acceptent, les athlètes qui acceptent de faire l'impasse sur leur santé pour leur performance. Ça existe, hein, je dis pas que ça n'existe pas. C'est quand même rare et il y en a beaucoup qui mettent quand même en priorité leur santé, même dans les plus hauts niveaux. En fait, c'est marrant parce que une des principales raisons, enfin une des raisons pour lesquelles ces papiers consensus, ces groupes d'experts, ils recommandent des glucides à l'effort, etc. C'est pas que dans un but de performance. C'est pas uniquement dans un but de performance, mais c'est également dans un but de santé. Un des principaux ennemis de l'athlète d'endurance, c'est le déficit énergétique. C'est ne pas apporter assez d'énergie, assez de calories. Et surtout ces dernières années, on remarque que c'est surtout assez de glucides par rapport à la dépense énergétique qu'on a. Et généralement, j'invite les auditeurs, s'ils veulent, à le faire. Vous avez des montres, généralement des montres cardio GPS, vous avez des ceintures de fréquence cardiaque. Vous regardez à peu près ce que vous estime votre montre en termes de dépenses caloriques sur une semaine. Parallèlement, vous faites un suivi alimentaire avec une application gratuite. Alors, j'ai pas de partenariat avec eux, mais moi, j'aime bien Fat Secret quand je les fais parce que c'est gratuit et que tu peux scanner tes aliments. Tu regardes les calories que tu apportes et là, tu essaies de mettre les deux en parallèle. Et pour la plupart des athlètes, tu te rends compte qu'il y a un problème en fait. Parce que la balance, elle n'est pas équilibrée. Et du coup, il y a un besoin de le rééquilibrer et c'est pour ça qu'il y a des recommandations sur les glucides à l'effort, parce que le déficit énergétique, il commence à l'exercice. Si tu fais des heures d'entraînement mais que tu t'alimentes pas, bah, tu as un déficit énergétique. Et également dans l'alimentation quotidienne, parce que des fois, les déficits sont tellement marqués que c'est impossible de les compenser. Tu prends l'exemple de sortie longue, si tu t'es pas bien alimenté pendant, tu te rends compte de la quantité de calories qu'il faudrait que tu apportes. Après, c'est impossible de les manger c'est sur plusieurs jours que tu rattrapes ce déficit. Donc, en fait, quand tu regardes un peu les organismes qui ont fait ces recommandations, c'est des chercheurs en performance sportive, mais c'est également des chercheurs en santé du sportif, c'est également des médecins, c'est des médecins nutritionnistes, des médecins du sport, des diététiciens. Donc, il y a quand même ces recommandations dont on parle depuis le début, elles ne sont pas déconnectées, comme certaines personnes l'avancent de temps en temps, elles ne sont pas déconnectées de la santé. C'est pour la perf, mais c'est également pour la santé des athlètes d'endurance. Première chose. La deuxième chose, c'est que les craintes qu'on peut avoir, par exemple, sur la résistance à l'insuline, etc., je les comprends. Elles sont. En fait, si on connaît un peu, par exemple, les mécanismes, la physiopathologie du diabète ou de maladies comme ça, puisque c'est ça, la résistance à l'insuline, etc., on parle en fait de diabète. C'est pas cohérent avec ce qui se passe chez le sportif d'endurance. Une des raisons principales, c'est que le facteur principal de diabète, le risque numéro 1 de diabète, etc., c'est l'excès de calories et la prise de poids.
Et en fait, tu regardes que ça, avec ce qu'on vient de discuter, c'est des choses qui n'existent pas chez les sportifs d'endurance. L'excès de calories, c'est plutôt dans l'autre sens. En fait, c'est un excès de calories dépensées, c'est pas un excès de calories apportées. Et un des principaux facteurs de risque, par exemple pour le diabète, c'est d'avoir trop de calories consommées et du coup qui sont transformées en gras, etc. Parce que le diabète, c'est à la base une mauvaise. Enfin, on a beaucoup la vision sucre, par exemple, pour le diabète, mais en fait, c'est une mauvaise utilisation. C'est un dérèglement de l'utilisation de la métabolisation globale des lipides. D'ailleurs, il y a un article super intéressant que je pourrais te partager si tu veux par une chercheuse qui travaille sur le diabète et qui explique ça. C'est un article de vulgarisation d'une experte internationale du diabète que j'ai trouvé passionnant à lire. Je pourrais le partager pour que tu le mettes en Bien description. sûr. Donc, du coup, d'un point de vue excès de calories à apporter, bah, normalement, il n'y en a pas. Mais par contre, si vous apportez trop de calories par rapport à ce que vous dépensez, vous êtes dans une situation à risque, ça c'est sûr. Mais depuis le début de l'épisode, on parle de s'alimenter par rapport à la dépense, pas au-delà de la dépense. Et la prise de poids, c'est pas quelque chose qui arrive chez le sportif. Et si ça arrive, ça doit alerter. Et donc, pour moi, pour ces aspects-là, il n'y a pas de crainte en fait à avoir du moment qu'on garde ces deux choses-là en tête et qu'on apporte des calories, des glucides, dans la proportion où on les dépense. Et ça, pour moi, c'est le point numéro 1 de départ. Évidemment que si vous faites 3 footings d'1 heure par semaine et que vous êtes à 90 grammes par heure pendant ces 3 footings et que vous mangez plein de soda à côté parce que vous avez fait du sport, ça ne marchera pas. Mais là, on parle de personnes qui s'entraînent plus. Si vous mettez un peu en parallèle les deux et que vous regardez les quantités que ça représente, normalement, vous allez vous rendre compte que vous êtes tranquille sur les apports et qu'il n'y a pas de crainte à avoir en fait. D'une part, dans la littérature, il n'y a pas de crainte, et d'autre part, sur le terrain, il n'y a pas d'exemple. C'est-à-dire que même au plus haut niveau, où ils ont des dépenses énormes et des apports énormes, il n'y a pas d'exemple, par exemple, de cyclistes qui, depuis des années, consomment des glucides, et là, aujourd'hui, il y a des problèmes de santé, et c'est plutôt à l'inverse. On voit apparaître des problèmes de personnes qui n'ont pas assez d'apports, et pas des problèmes de personnes qui ont trop d'apports. Et juste, excuse-moi, par rapport aux glucides, est-ce qu'il y a un rapport entre, je le connais pas, c'est pour ça, entre le nombre de grammes de glucides et les calories? Parce que c'est vrai que souvent sous les montres, on voit j'ai dépensé 1000 cales. Ça correspond, un gel, ça correspond à combien de cales? Un gel, par exemple, peut-être pas forcément un gel, mais si je consomme 50 grammes, peut-être pour les gens, c'est facile, c'est un chiffre Ouais. assez rond. Combien ça correspond en calories? J'ai juste oublié de dire un truc dans ma réponse précédente, et donc Vas-y, je le rajoute. t'inquiète, vas-y. Il y a aussi une des raisons pour lesquelles il y a ces croyances entre consommation de glucides et problèmes de santé, c'est parce que on a une vision très négative du sucre. À raison. C'est-à-dire que je suis pas en train de dire que le sucre, c'est notre ami et qu'il faut en manger n'importe comment, mais c'est que le sucre n'est pas par défaut un problème pour la santé. En fait, le sucre est un problème pour la santé parce que c'est un moyen très rapide d'augmenter la quantité de calories journalières. C'est-à-dire qu'en fait, quand on boit un soda, par exemple, on boit une canette d'un soda type cola, on va avoir une augmentation des calories qui est énorme. Et ça, c'est pas une augmentation de calories qu'on va répercuter sur le reste de la journée, etc. Donc c'est dans ce sens-là que le sucre est dangereux. C'est parce qu'il favorise, il facilite les augmentations de calories sur la journée sans qu'on les sente passer. Parce que quand on a bu un verre de cola, par contre, on n'est pas rassasié. Alors que si on apporte la même quantité en protéines, on va vite pas avoir faim et on va pas remanger. Alors qu'après le verre de cola, on peut remanger une journée normale. Dans ce sens-là, le sucre, c'est un adversaire, c'est un ennemi qui est un peu traître. Mais par contre, et il y a plein de littérature sur le sujet, il y a pléthore d'études qui se sont intéressées à ça, des personnes qui mangent X calories avec beaucoup de sucre et des personnes qui mangent X calories également, donc la même quantité mais avec très peu de sucre, elles sont dans le même état de santé. Parce que le problème numéro 1, c'est pas le sucre lui-même, c'est les quantités de calories qu'on apporte en trop. Alors c'est très facile d'exploser les calories avec du sucre, mais en fait c'est pas le sucre lui-même le problème, c'est ce que le sucre peut cacher, à quel point c'est facile d'augmenter les apports avec du sucre, qui est réellement problématique. Et c'est ça des fois qui fait qu'on a un raccourci dans l'esprit où on se dit les glucides c'est problématique pour la santé, alors qu'en fait non, c'est un excès de calories qui est problématique pour la santé. Et chez le sportif d'endurance, il y a très peu de chances que ça existe, mais si vous voulez vérifier, regardez vos dépenses, regardez vos apports et mettez ça en parallèle et vous aurez des réponses devant les yeux pour mieux calibrer vos apports. Pour répondre à ta question, 1 gramme de glucides, c'est 4 kilocalories. Ok, Donc super. si tu manges un 500 grammes, si je dis pas de bêtises, un 50 grammes, ça va faire 50. 200. Ok. Ouais, 50 Ouais, grammes de glucides, ça va te faire 200 kilocalories.
Donc un bon moyen peut-être pour les auditeurs qui peut être intéressant, c'est de surveiller peut-être le poids. Après on sait que le poids c'est qu'un chiffre, que c'est et ça dépend forcément après, il peut y avoir pour le même poids, on peut avoir plus de gras, Bien sûr. plus de masse musculaire, mais ça peut être quand même un indicateur assez simple à repérer et à surveiller au fil de sa préparation. Ouais, bien sûr, surveiller son poids. Si vous changez vos habitudes alimentaires après cet épisode, parce que vous vous êtes dit, OK, je dois faire attention à comment je m'alimente, bah, n'hésitez pas à regarder votre poids, par exemple. Regardez évidemment les quantités que vous apportez, c'est-à-dire que je pense que tu es d'accord avec moi. Le but de cet épisode n'est pas que tout le monde consomme 90 grammes par heure, quelle que soit la sortie. Et je pense que c'est ce qu'on dit depuis le début. Il y a des grandes recommandations en fonction des durées, on va adapter en fonction de l'intensité, en fonction de plein de choses. C'est important de s'alimenter à l'effort, c'est crucial d'apporter des glucides à l'effort. C'est pas pour autant qu'il faut en apporter plus que vous en avez réellement besoin. Ça ne veut pas dire que si demain vous partez en rando avec des potes, vous avez besoin de 90 grammes par heure. Mais vous avez besoin de glucides si vous êtes un sportif d'endurance. Et ça, je pense que c'est super important, autant pour les perfs que pour la santé. Ouais, je pense que c'était bien de le rappeler, mais je pense que c'est bien clair dans l'esprit des gens. Et juste pour finir, donc après nos footings, pour reconstituer justement ces fameux stocks de glycogène, qui semblent être une clé, on en a parlé, tu l'as dit justement, sur aussi la perception de la fatigue, il me semble, ou peut-être de la Ouais. difficulté de la séance. Comment on fait pour optimiser justement cette récupération de nos stocks? Est-ce que là, je te repose une question, est-ce qu'on favorise des index glycémiques bas? Est-ce qu'au contraire, on va chercher à les remplir très rapidement et très proche de l'effort? Est-ce qu'on va chercher aussi à avoir des protéines? Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé sur cette partie un peu récup après l'effort? Ouais. Alors c'est une partie que je maîtrise un peu moins. Je suis plus spécialiste en plus, je déteste dire ça. Je suis plus au fait de la littérature sur l'effort que sur le quotidien. J'ai quand même juste quelques bases sur le quotidien. Euh, En fait, pendant à peu près une demi-heure, après un effort, il y a ce qu'on appelle la fenêtre métabolique. Euh, la fenêtre métabolique, j'essaie de le vulgariser d'une façon où si des collègues qui sont experts en nutrition, ils sautent pas au plafond quand je le dis. Euh, La fenêtre métabolique, ça va être un moment pendant lequel votre métabolisme il fonctionne à peu près pareil qu'à l'effort alors que vous êtes au repos. En gros, c'est un peu ça, moi, que j'ai gardé en tête. C'est-à-dire que tous vos transporteurs à glucides qui amènent du sucre vers vos muscles, etc., ils sont encore là. Ils sont encore actifs comme quand vous êtes à l'effort. Et du coup, si vous apportez des glucides rapides à ce moment-là, vous favorisez la reconstitution des stocks de glycogène pendant à peu près une demi-heure. Alors, il y a des travaux sur le sujet qui disent que, par exemple, si on veut une reconstitution des stocks de glycogène rapide, très efficace, il faut, par exemple, 1 gramme de sucre par poids de corps pendant la demi-heure qui suit un effort. Donc, moi, je fais 80 kilos, c'est-à-dire qu'il faudrait que j'apporte 80 grammes de sucre après l'effort pour refaire très vite mes stocks de glycogène et refaire un entraînement. Alors, je mets beaucoup de pincettes à ce que je viens de dire. Ça, c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire, à peu près 1 gramme par poids de corps, par exemple, si vous avez 2 séances dans la journée. Vous faites une séance intense, le soir vous allez faire un footing, et ben peut-être que là c'est intéressant après votre séance intense du matin de vite avoir des apports pour être en forme le soir. Dans le cas où, ce qu'on sait également, c'est que si on rate la fenêtre métabolique, si on ne s'alimente pas après assez pendant, cette fois j'élargis un peu la fenêtre, donc il y a la fenêtre de la récupération optimale, on élargit un peu la fenêtre. Si pendant les 3 heures qui suivent un effort, on ne s'alimente pas assez, on ne s'alimente pas, on sait que les performances du lendemain, l'entraînement du lendemain, il est impacté à hauteur d'une trentaine de pourcents. Il est une trentaine de pourcents moins efficace parce qu'on n'a pas assez de stock d'énergie pour réaliser l'effort. Donc, c'est pour ça que moi je trouve ça intéressant de s'entraîner soit juste avant un repas, parce que du coup, par exemple avant le goûter ou avant le repas de midi, parce que du coup, tu as naturellement un des repas de la journée, il est là derrière, et tu peux légèrement augmenter les calories pendant ce goûter-là ou ce repas-là. Par exemple, rajouter un dessert sucré, rajouter un sirop, rajouter un peu de pâtes à ton alimentation, un peu de féculents, pour apporter un petit peu plus. Et du coup, il y a cette fenêtre qui est pas à rater. Les protéines, c'est un peu différent. Les protéines, c'est plutôt la. Alors, il y aurait 3 niveaux de. Enfin, il y aurait surtout 2 niveaux d'importance. Le plus important, le plus important, ce serait les quantités journalières. C'est la quantité de protéines qu'on a mangé sur la journée entière. Et par exemple, si ces quantités de protéines, elles sont sur un one shot quasiment, c'est presque. J'exagère un petit peu, mais c'est presque pareil que si vous l'apportez en 4 fois. La deuxième chose la plus importante, ce serait la répartition en toutes les 3-4 heures. Et la dernière chose, ce serait exactement le type de protéines consommées, etc. Du coup, moi, ce que je recommande surtout sur les protéines, c'est de les répartir le plus possible sur la journée, mais surtout d'atteindre de manière générale des niveaux de protéines qui soient suffisants
pour le fonctionnement du métabolisme. Mais la fenêtre métabolique, c'est pas une histoire de protéines. Ce qu'on entend parfois, il faut prendre le shaker après la muscu, par exemple. Ça, c'est quelque chose qui est très, très ancré dans les milieux de la musculation. C'est un mythe complet. Il y a plein d'études sur le sujet qui montrent que ça marche pas du tout. Donc voilà. Ben merci, c'était très complet. Je sais pas si tu as encore une dernière chose peut-être à rajouter sur, qu'on aurait peut-être oublié. Donc, je tiens à dire déjà merci aux auditeurs. N'hésitez pas à mettre juste un petit j'aime, à aller voir aussi la page de Cyril qui sera en description. Un j'aime, c'est rien, mais ça permet aussi, je pense que tu le sais, Cyril, d'augmenter la visibilité du podcast, de le proposer à d'autres personnes. Même un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Donc, est-ce que tu veux conclure peut-être ce podcast par, je sais pas, un oubli ou même quelque chose que tu voudrais rappeler à nos auditeurs? Ouais, juste un message, moi je trouve intéressant sur la nutrition, sur l'alimentation, c'est j'aime bien le message anglais, je vais essayer de le traduire, c'est s'alimenter par rapport à l'effort fourni. On demande à notre métabolisme un effort, donner lui le carburant qu'il faut pour, pas trop, mais pas assez non plus. Puisqu'on demande quand même beaucoup à notre métabolisme, on s'entraîne beaucoup, on fait des ultras, c'est pas rien de faire des ultras. Encore plus dans une génération qu'on est maintenant, hein, on n'est plus des chasseurs-cueilleurs. On aime bien des fois penser qu'on était des chasseurs-cueilleurs, donc on peut faire plein de trucs extrêmes sans manger. On n'est plus ces êtres vivants-là, on est d'autres êtres vivants qui avons évolué. Donc simplement s'alimenter par rapport à l'effort qui est fourni, c'est important, ni trop ni pas assez. Je pense que ça vous aidera dans votre performance et ça vous aidera à être autant performant qu'en bonne santé. Ben nickel, ben merci beaucoup, Cyril pour ces beaux mots. On va tourner un autre épisode donc sur l'hydratation qui sera disponible, peut-être dans un mois en tout cas. Donc n'hésitez pas si vous avez des thématiques sur la nutrition, sur la performance qui vous intéressent à nous les proposer. À mettre aussi, un petit peu de visibilité aussi à Cyril qui fait du super travail avec des invités aussi, incroyables. Donc, bravo pour le travail encore une fois, Cyril. Merci beaucoup et encore merci pour l'invitation. Avec plaisir et à très vite pour un nouvel épisode.